Madame et Monsieur le Directeur, mes chers collègues, nous accueillons ce matin deux spécialistes des questions spatiales, Madame Isabelle Sourbès-Verger, chercheur au CNRS, et Monsieur Xavier Pascot, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, que je remercie tous les deux pour leur disponibilité. Le président Cambon regrette de ne pas pouvoir être présent ce matin et nous vous prie de bien vouloir l'en excuser. L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile pour la politique spatiale européenne. Le premier lancement d'Ariane 6 a été reporté de 2 ans. Vega a connu 2 échecs. La mission ExoMars a manqué sa fenêtre de tir. Les États-Unis et la Chine ont réalisé 2/3 des lancements orbitaux réussis en 2020, creusant l'écart dans un marché marqué par l'essor des constellations de satellites. Le succès médiatique de l'astronaute Thomas Pesquet semble être l'arbre qui cache la forêt, alors que le secteur spatial est soumis à une concurrence croissante de l'Europe, que l'Europe subit de plein fouet. Symboliquement au moins, la Chine a marqué les esprits en posant récemment un rover sur Mars. Quant aux États-Unis, leader mondial incontesté, ils reviennent en force depuis quelques années, tirés vers le haut par les technologies et méthodes du New Space. Les acteurs privés soutenus par la NASA sont désormais en première ligne et peu de gens croyaient en SpaceX. Il y a encore quelques années, force est de constater que le succès est bien là. Tandis que les enjeux économiques s'exacerbent, la militarisation de l'espace suscite aussi des inquiétudes. Les dangers pour nos satellites civils et militaires sont multiples, en conséquence de la prolifération des objets spatiaux et du risque, évidemment, de manœuvres inamicales, susceptibles de devenir plus fréquentes, voire plus offensives, dans un contexte de dégradation globale du contexte stratégique. Pour mieux traiter de ces vulnérabilités, la France a décidé en 2019 la création d'un commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air, qui a changé de nom. Quels sont aujourd'hui les enjeux stratégiques de l'accès à l'espace? Un rapprochement sino-russe est-il à craindre dans le domaine spatial comme dans d'autres domaines d'ailleurs? Dans ce contexte, l'Europe peut-elle encore éviter la relégation? Je rappelle à tous que cette audition est captée et retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur Xavier Pascot, vous êtes spécialiste de la politique spatiale des États-Unis. Je vous propose de vous exprimer en premier, si vous le voulez bien. Et ensuite, Madame Isabelle Sourbès-Verger traitera des enjeux stratégiques au niveau mondial. Monsieur le directeur, vous avez la parole pour une quinzaine de minutes, si vous voulez bien. Et ensuite, Madame, et puis j'aurai l'occasion, évidemment, de proposer à nos collègues de vous interroger sur tous les points extrêmement intéressants de la politique spatiale. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Voilà. Est-ce qu'avec le masque, vous m'entendez? Oui, ça convient. Merci donc de m'inviter à m'exprimer sur cette question des enjeux stratégiques de l'espace. Vous avez, je pense, très très clairement résumé les grands enjeux qui nous font face. Moi, je vais essayer surtout de vous donner une grille de lecture qui est celle de l'observateur et en essayant de centrer sur des constats. En fait, l'activité spatiale aujourd'hui est multiforme, mais je voudrais me centrer sur des grands constats d'abord. Vous en avez parlé, l'intensification de l'activité en orbite. Ça, c'est très très frappant pour nous qui observons l'espace avec ma collègue depuis pas mal de temps. C'est la grande différence avec les temps de nos débuts, j'allais dire. On a aujourd'hui, dans tous les domaines, civil, commercial, militaire, une intensification jamais vue. En fait, on a des ordres de grandeur de différence en termes d'occupation de l'espace. Juste un chiffre, et je pense qu'Isabelle pourra y revenir, mais 1271 satellites lancés en 2020. Dans le seul mois de mars 2021, plus de satellites lancés que dans toute l'année 2016. Ce sont des chiffres frappants, bien évidemment, ça concerne des petits satellites, des satellites de toute taille, mais on sent que l'activité s'est accrue, avec effectivement une grosse part des États-Unis. Ça, c'est le deuxième constat. Les États-Unis, l'activité spatiale est encore aujourd'hui très largement américaine. Sur 3300 satellites opérationnels en orbite, il y en a à peu près 1900 qui sont américains. Et ça, c'est quand même très très frappant aujourd'hui. La Chine en a 412 ou quelque chose comme ça. La Russie, un peu plus de 170. Donc les différences sont très fortes. Et effectivement, vous avez parlé d'un retour des États-Unis dans le jeu. C'est vraiment ce que l'on constate. Avec une place prépondérante pour ce New Space, effectivement, et cette activité, j'y reviendrai, qui est liée aussi à la rencontre de l'espace et du monde digital, du monde du numérique. 35% des satellites opérationnels en orbite aujourd'hui sont ceux de SpaceX. Et si on prend simplement les satellites de plus de 50 kg, c'est plus de 55%. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une espèce de
d'essor inédit de cette activité. Alors, donc, à ce titre, on voit bien qu'on est encore dans un environnement qui est un environnement de rapport de force, qu'il soit civil, qu'il soit commercial, qu'il soit militaire, et ça j'y reviendrai aussi. L'activité spatiale est partie prenante de postures politiques. Et je voudrais insister sur 2 points principaux pour éventuellement susciter des questions. D'abord, les évolutions des usages militaires de l'espace d'un côté, qui amènent aujourd'hui à des discussions qui restent difficiles au plan international. Et puis ce dont j'ai parlé un petit peu avant, la convergence à laquelle on assiste en fait depuis plusieurs années entre technologie spatiale et technologie de l'information, du digital, du numérique. Et ça donne lieu à des concurrences vives qui sont très structurantes en réalité pour les rapports internationaux aujourd'hui et les rapports évidemment en termes de compétitivité industrielle par l'établissement de normes, etc. Mais là aussi, j'y reviendrai. En plus, ces développements commerciaux ont aussi des impacts en matière de sécurité et de défense. Donc on a des choses qui se recoupent, qui se rebouclent, et donc les enjeux stratégiques aujourd'hui se forment de multiples manières dans les différents domaines, mais se rencontrent tous. Donc le lien espace-militaire, c'est en fait constamment renforcé, entre espace et défense, c'est en fait constamment renforcé au cours des années. Alors on le sait en France, avec la dépendance croissante des forces armées vis-à-vis des systèmes spatiaux. Ce lien n'est évidemment pas nouveau, mais il s'est vraiment renforcé au fil des décennies. Un petit retour sur l'histoire. L'espace, c'est d'abord né du militaire, ça on le sait peu finalement. On a l'image d'Apollo, des conquêtes lunaires, de programmes habités. Mais la réalité est en fait que l'espace est né du fait nucléaire en réalité. L'espace est né de la nécessité des 2 blocs, et je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais c'est important parce que ça trace une généalogie directe, de pouvoir gérer cette relation nouvelle, stratégique, bipolaire, en se surveillant mutuellement. Et on a aujourd'hui, depuis ce temps-là, constitution d'une énorme industrie aux États-Unis, en Union soviétique évidemment à l'époque, avec une poursuite patiente de programmes spatiaux très coûteux qui se sont constamment améliorés, qui existent encore aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle l'espace stratégique, si vous voulez. Et la nouveauté, alors là, ce n'est pas ces dernières années, c'est plutôt ces dernières décennies, quand on a changé de contexte géostratégique, on s'est aperçu que l'espace pouvait aussi servir sur le champ de bataille. Et donc on a ajouté des systèmes nouveaux qui sont devenus finalement des conditions sine qua non pour faire fonctionner les armées modernes. La première guerre du Golfe, c'est en fait la date de ce que j'appelle l'espace au service du champ de bataille, l'espace opératif avec les munitions guidées par le GPS, avec la possibilité de suivre des missiles à courte portée, des cibles mobiles, etc. Donc l'espace est entré, au-delà de l'espace stratégique, est entré dans une ère d'utilisation opérationnelle en fait. Et ça a créé des conditions un peu nouvelles, y compris sur la stabilité du milieu spatial lui-même, et sur le fait que désormais, l'espace pouvait être perçu, considéré comme une cible par les opposants. Et ça a induit en fait des réflexions qu'on voit aujourd'hui prendre forme. Et puis les attentats de 2001, alors ça c'est très américain, hein, ce que je vous dis là c'est quand même quelque chose qui traduit essentiellement une vision américaine. Eh bien l'espace, au-delà même de son application sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui est un outil de sécurité désormais. C'est un outil de sécurité qui dépasse le seul fait militaire, ce que j'appelle l'espace sécuritaire. Et donc ça devient, pour un certain nombre de grandes puissances, les États-Unis en premier lieu, hein, je vous ai dit qu'ils reposaient beaucoup sur un système spatial assez pléthorique, eh bien ça devient une vulnérabilité. C'est perçu comme une vulnérabilité possible, comme une infrastructure critique, ce qu'ils appellent un National Vital Interest, un intérêt vital national. Et à ce titre-là, eh bien, conséquence, j'allais dire presque logique, on arrive à une 4e ère peut-être, qui est ce que j'appelle moi l'espace contrôlé. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, il faut développer des moyens, des systèmes, peut-être des outils juridiques qui permettent de les utiliser, des systèmes qui permettront de protéger les satellites, de savoir ce qui se passe dans l'espace, d'avoir une image de la situation spatiale. Tout ça, aujourd'hui, c'est ça la dynamique militaire. Et cette dynamique militaire, propre aux États-Unis, c'est vrai, commence en fait à être, transposée dans d'autres pays. On voit bien que l'outil militaire moderne aujourd'hui ne sait plus se passer de moyens spatiaux, ne sait plus se passer de la nécessité de la maîtrise de l'information. Et le moyen spatial est une étape, est une clé de cette notion de maîtrise de l'information. Que ce soit la collecte de données, sa transmission, sa dissémination, tout ça aujourd'hui fait que l'espace devient une infrastructure au sens propre, critique. Et donc, qui donne lieu à concurrence éventuellement, à nécessité de protection, etc. Et ça, c'est mon 2e point, c'est cette notion d'infrastructure, elle est renforcée par le fait qu'on voit aujourd'hui
l'autre point qui me paraît très important, qu'on voit aujourd'hui cette convergence très très forte, accélérée en fait, entre moyens spatiaux de moins en moins chers, de plus en plus industrialisés, et l'industrie du numérique, qui est génératrice de revenus, de ressources pour le spatial, et trouve dans le spatial un outil parmi d'autres, mais un outil à son service. Alors, évidemment, ça c'est très, là encore, j'allais dire très américain, mais pas seulement. On a désormais finalement des technologies spatiales qui empruntent de plus en plus à une culture extérieure à la communauté spatiale. C'est ce qu'on appelle le New Space aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le New Space? C'est difficile à définir, c'est un mouvement proprement américain néanmoins. Je dirais que c'est d'abord la rencontre de processus technologiques, de modes d'industrialisation et d'exploitation commerciale nouveaux. C'est aussi l'utilisation de méthodes, de technologies, d'équipements qui sont développés pour partie en dehors du secteur spatial, donc avec une autre approche, une autre culture industrielle éventuellement. Et ça matérialise parfaitement cette rencontre entre spatial et digital. Ça reste un phénomène d'origine américaine, mais à vocation universelle. C'est structurant. Et c'est producteur d'un cadre général de fonctionnement de nos sociétés modernes, qu'il soit dans le cadre de l'industrie, de l'utilisation des usages aussi, qui sont générateurs de normes, qui sont générateurs j'allais dire, voilà, de régulation, qui évidemment ont un poids politique énorme dans les rapports de force internationaux qui s'établiront dans ces domaines. Et là, évidemment, on ne peut éviter de parler à nouveau des États-Unis, même si, Isabelle y reviendra peut-être, d'autres puissances peuvent avoir cette ambition, alors avec des moyens différents, peut-être avec un point de départ qui est bien plus tardif, mais on peut s'interroger sur aujourd'hui comment la Chine, par exemple, effectivement, aborde cette question, que ce soit pour sa sécurité nationale d'ailleurs, mais que ce soit aussi plus largement pour son développement économique. Et donc, cette industrialisation, si vous voulez, peut s'appuyer, et ça, c'est ça la nouveauté pour l'espace. L'espace peut trouver dans ce secteur aval très valorisant, de haute valeur ajoutée, des ressources et des financements. Et c'est ce qu'on voit se passer aujourd'hui avec des accords récents qui ont été passés entre des entreprises du New Space, du secteur spatial, et des entreprises des GAFA, qui, par exemple, misent énormément sur le cloud. Et on voit bien l'intérêt mutuel qui commence à se construire entre ce type d'entreprises. Encore récemment, un accord vient d'être signé entre, par exemple, SpaceX et Google, par exemple, pour le cloud. Donc on voit bien que là, chacun trouve dans l'autre un soutien et une connectivité pour ce qui concerne les GAFA, et une clientèle, j'allais dire, un débouché aval valorisant pour ce qui concerne les filières spatiales. Alors on retrouve là évidemment l'impact de la domination américaine pour ces marchés qui dopent l'espace, avec une convergence d'intérêts entre secteur privé et objectifs gouvernementaux, parce qu'il ne faut pas effectivement penser qu'il s'agit juste d'une sorte de privatisation de l'espace. Tout cela s'intègre aussi dans des objectifs politiques plus larges, qui sont des objectifs politiques normatifs, qui sont des objectifs politiques qui ont trait à la construction des rapports de force dans le monde d'aujourd'hui. Et depuis ça, moi je suis particulièrement les États-Unis, évidemment, c'est quelque chose qu'on a vu entrer en jeu, je dirais, depuis plus de 20 ans. C'est quelque chose qui a été patiemment construit avec la reconversion de cet investissement public considérable qui a été fait dans le domaine militaire pour en faire un outil commercial, un outil de compétitivité industrielle, un outil qui soutiendrait cette industrie de l'information qui était naissante dans les années 90-2000. Et je dirais que c'est les graines qui ont été semées à cette époque. Eh bien, il y a une forme de récolte aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le New Space, c'est ce qu'on appelle toutes ces nouvelles entreprises qui fleurissent et qui ont finalement construit avec l'autorité gouvernementale, avec l'acteur public, un rapport tout à fait nouveau qui permet en fait d'avoir un bénéfice mutuel. Et donc, il faut pas, je dirais, l'erreur à faire serait d'antagoniser acteurs publics, acteurs privés. Non, je crois qu'on est dans une autre démarche, et c'est ça qui est que nous, Européens, sans doute, nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Donc ça bouleverse le jeu, ça met l'accent sur l'industrialisation, sur des volumes d'activités inédits, nombre d'objets, les services offerts, etc., qui trouvent une industrie aval puissante, capable de valoriser ces investissements. Donc on a désormais le regard d'ailleurs qui est porté sur l'espace, d'abord s'est élargi,
Et c'est un regard qui est porté, qui s'est décalé un petit peu, je trouve, pour nous qui regardions l'espace et qui écoutions un peu ce qui se disait sur les questions spatiales il y a 20 ans, même 30 ans maintenant. Ce qui frappe, moi, ce qui me frappe, aux États-Unis notamment, mais pas seulement, on commence à voir ça aussi dans d'autres pays, c'est qu'on parle de l'espace comme d'une infrastructure, comme d'une commodity, comme on dit. C'est-à-dire que c'est en fait une infrastructure parmi d'autres qui va être au service d'une économie plus large que la seule économie spatiale. Alors ça, c'est tout à fait nouveau parce que ça induit, et bien évidemment, des processus de décision différents, des jugements différents, des approches différentes, et aussi, je dirais, une place, une recomposition du secteur industriel, et éventuellement de la place des grands industriels, des nouveaux industriels dans la mise en place de cet ensemble un peu composite finalement. Donc ça c'est quelque chose qui moi me semble absolument essentiel. Alors dans ces conditions, que ce soit sur l'espace militaire, et j'en terminerai là, ou que ce soit sur la question du développement un peu de la compétitivité et de la mise en place de nouvelles règles, se pose la question de la coexistence quand même des acteurs dans l'espace et des pays dans l'espace. Ce surcroît d'activité jamais vu implique un partage qui doit être repensé, qui est de plus en plus compliqué. Alors vous savez, certains parlent de Far West aujourd'hui avec des industriels qui mettent un peu au pied du mur, qui avancent, qui éventuellement développent leur programme dans des interstices du droit. On ne sait pas exactement si c'est possible, et c'est en fait possible parce que le droit ne l'a jamais vraiment pensé. C'est le cas des méga-constellations, par exemple. Aujourd'hui, ces méga-constellations peuvent à terme poser problème de gestion, de contrôle et de production de débris, pourquoi pas, si elles sont vraiment si importantes. On parle de 12 000, 40 000 satellites pour certaines constellations, c'est énorme. SpaceX aujourd'hui, Elon Musk, c'est plus de 1600 satellites et il vient d'avoir le droit, par son autorité de régulation, de déjà placer en orbite à 550 km plus de 4000 satellites. Bon, tout ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a aussi le problème des interférences, par exemple électromagnétiques, qui inquiètent d'ailleurs les concurrents éventuels, y compris aux États-Unis, d'Elon Musk, en disant mais à partir du moment où le système est installé, on va avoir beaucoup de mal à faire coexister les fréquences, à rendre nos systèmes efficaces, et ça va sans doute nuire aux services, etc. Donc il y a vraiment des interrogations multiples dans le domaine industriel lui-même, et puis dans le domaine des États, parce que, effectivement, on voit bien que l'espace, ça reste alors les Américains ne le voient pas comme ça, mais un bien commun, en tout cas quelque chose de partagé, et que d'une certaine manière, la sûreté des moyens spatiaux de tous les pays, c'est une sûreté collective. Par définition, l'espace est un milieu où tout le monde est interdépendant, avec, si l'un produit un débris, eh bien, tout le monde en pâtira, y compris celui qui l'a produit d'ailleurs, au passage. Donc ça donne lieu aujourd'hui à des discussions internationales de régulation. Alors on parle par exemple un concept existe qui s'appelle la gestion du trafic spatial. Désormais on en vient à imaginer de gérer le trafic spatial. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est connu sous le terme de l'acronyme STM, Space Traffic Management. Alors bien ça implique beaucoup de choses. Ça implique des réflexions sur la conception des satellites elles-mêmes, sur la manière de les utiliser, sur la manière de les désorbiter, de gérer leur fin de vie, sur la manière de les faire coexister entre eux, sur la manière, parce qu'on y pense de plus en plus, de conduire des opérations de proximité. On appelle ça des opérations de rendez-vous et de proximité. Il y a des industriels qui pensent à faire du service de réapprovisionnement en carburant, par exemple, ou même de réparation en orbite. Tout ça implique des mouvements de satellites. On va avoir des satellites de plus en plus petits, de plus en plus difficiles à détecter, et de plus en plus manœuvrants, qui pourront faire des choses de plus en plus élaborées. Donc ça, c'est pareil, c'est tout à fait nouveau, et ça met un peu au pied du mur la communauté internationale, qui a besoin de gérer collectivement ce milieu. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui a incidemment des conséquences en termes de compétitivité industrielle. Le pays qui édictera ou qui imposera un peu son type de régulation, évidemment, le fera de manière à ce que, il en tire éventuellement quelques profits, ou en tout cas en régulant un petit peu les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est absolument essentiel. Aujourd'hui, en termes de sécurité, et je m'arrêterai là, les discussions n'avancent pas très vite. Les grands pays sont un peu, depuis pas mal d'années, bloqués, arc-boutés sur des positions différentes. Très rapidement, et peut-être Isabelle y reviendra, la Chine et la Russie défendent l'idée d'un traité nouveau qui interdirait notamment le déploiement d'armes dans l'espace. Les États-Unis, eux, souhaitent plutôt quelque chose de moins formel, avec un code de conduite, surtout un code de bonne conduite et plus de transparence. Donc tout ça
s'affrontent un peu et en fait bloquent pas mal les discussions diplomatiques dans un contexte où, pendant ce temps, les systèmes spatiaux se mettent en place, les objets se multiplient et où la frontière entre activité civile, activité gouvernementale civile, activité de défense, activité de sécurité est de plus en plus floue, avec un gros enjeu pour la France, mais on pourrait revenir dans la discussion, c'est d'abord d'avoir sans doute une capacité à bien comprendre ce qui se passe dans l'espace, donc avoir des moyens de comprendre la situation spatiale, évidemment. Et puis, la ministre des Armées l'a dit, sans doute avoir la capacité à bien comprendre ce qui se passe pour ses propres satellites et éventuellement à mettre en garde contre des actions hostiles. Je m'en tiendrai là parce que je sais que j'ai peut-être dépassé déjà le temps, d'ailleurs, je m'en excuse. Merci. Merci. Madame, je vous en prie. C'est bon, voilà, c'est bon. Donc, voici, donc merci de cette invitation et je vais rapidement présenter finalement un point de vue un tout petit peu décalé, en tout cas complémentaire de celui de Xavier Pascot, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis géographe, je ne suis pas politiste comme il l'est, donc je travaille finalement peut-être plus sur la façon dont ce milieu est occupé et je fais plus que de la géopolitique, de la géographie politique, c'est-à-dire que je regarde un petit peu pour les différents pays du club spatial et peut-être ceux qui ambitionnent d'y entrer finalement, quel est le sens qu'ont pour eux les activités spatiales. Alors j'ai choisi sur cette première planche de faire un petit peu des multifacettes de ce qu'est l'activité spatiale aujourd'hui et l'occupation de l'espace. Et ce qui m'a semblé intéressant de montrer, c'est qu'en complément de cette filiation que Xavier évoquait sur l'intérêt militaire du spatial qui a généré effectivement le développement des missiles puis des satellites, il y a aussi ce volet d'image, de prestige et de représentation d'un État sur la scène internationale qui aujourd'hui joue encore un rôle majeur. Et dans la mesure où votre sujet était assez vaste, puisque vous vous intéressiez aux enjeux stratégiques globaux du spatial, j'ai jugé bon de rappeler qu'effectivement, la fin de cette ère grandiose pour l'Union soviétique, qui finalement, d'une certaine manière, s'interrompt avec Gagarine, et en tout cas est définitivement stoppée avec la Lune, c'est encore important finalement aujourd'hui dans l'image que la Russie a de son rôle comme grande puissance et du fait que le spatial est pour elle encore un marqueur très fort de son image internationale. Et puis, derrière, vous avez effectivement ce point d'orgue extraordinaire qui est la marche sur la Lune. Alors, je dirais que d'une certaine façon, les États-Unis ne s'en sont jamais remis de cette période de gloire et ils la recherchent toujours désespérément. Et si vous regardez la présentation qui est faite aujourd'hui du programme Artemis, c'est-à-dire ce programme d'abord d'une base en orbite autour de la Lune, puis de la possibilité d'une installation sur la Lune, vous voyez systématiquement réévoquer cette idée que les États-Unis vont pour la première fois faire marcher, alors non pas un homme, parce que ça c'est fait, mais une femme ou une personne de couleur, qu'ils vont pour la première fois développer une activité principale, et ils emploient très souvent ce terme de programme jumelle, en fait Artemis jumelle d'Apollo, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont choisi, en bonne référence à la mythologie, probablement le nom d'Artémis. Et puis en parallèle, vous avez l'arrivée de la Chine. Alors cette arrivée de la Chine, elle fait beaucoup parler aujourd'hui. Elle fait beaucoup parler parce que, je dirais, on arrive finalement à un point de basculement d'un spatial qui s'est construit depuis, mon Dieu, quand même maintenant 30 ans. Je veux dire, le premier lancement d'un satellite chinois, c'est 1971, mais véritablement, le développement d'une industrie spatiale chinoise et de compétences spatiales chinoises est plus récent. En réalité, ce qui se passe, c'est que le spatial chinois fonctionne avec des plans quinquennaux, avec un horizon qui est très clair et qui est de devenir une des premières grandes puissances spatiales, de faire partie du club et de faire partie du club au plus haut niveau. On évoque beaucoup, nous, en Occident, cette idée qui provient directement des analyses américaines, de la Chine comme une menace potentielle. La Chine, elle, met en avant, et on pourra revenir sur les analyses du phénomène, le fait qu'elle a toujours été exclue des coopérations internationales, et de fait,
fait, c'est exact, de par la volonté américaine qui considère que les transferts de technologies spatiales relèvent des technologies sensibles et refuse absolument, depuis en gros Tiananmen, toute coopération avec la Chine. Et donc la Chine, elle, met en avant le fait qu'elle est obligée, qu'elle est contrainte. Alors on est bien d'accord que c'est du discours politique, hein, mais c'est ce qu'elle met en avant. Elle est contrainte au développement d'une autonomie spatiale parce que sinon, eh bien, elle se verra interdire toute activité potentielle future en coopération. Alors ça, c'est le volet politique, le volet de l'image, celui qui est le mieux symbolisé par l'exploration. Alors de fait, hein, c'est évident que la présence aujourd'hui sur Mars de 2 rovers seulement, qui sont le rover américain et le rover chinois, accrédite cette idée qu'il y a maintenant désormais 2 grandes puissances. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que d'abord, ce que fait Persévérance, le rover américain, n'est pas du tout ce que fera le rover chinois, mais il est indéniable que la réussite chinoise, en plus lors d'une première, c'est-à-dire on a en gros la moitié du taux d'échec sur Mars, hein. Une mission sur 2 se solde par un échec. Donc là, le fait d'avoir réussi ça, ça prouve une compétence technologique absolument remarquable. À côté de ça, vous avez le volet militaire qu'évoquait tout à l'heure Xavier Pasco, et donc cette idée qu'il faut développer des forces spatiales, et donc sur cette planche, j'ai mis à la fois la force spatiale américaine et l'idée française qui développe pour la première fois avec, par exemple, Astérix, qui était un exercice d'entraînement, qui, comment dirais-je, va coller à cette image que le spatial est un milieu qui potentiellement peut être un lieu d'affrontement et qu'il faut donc s'y préparer, alors qu'il faut s'y préparer sous l'angle de la défense active. C'est un petit peu différent de l'angle américain sur lequel Xavier pourra revenir au moment des questions, qui lui est carrément du contrôle de l'espace, ce qui est quand même totalement différent, mais on ne parle pas des mêmes entités. Et puis ensuite, eh bien, ce que j'ai choisi, c'est de représenter finalement ces expérimentations nouvelles qui consistent à aller, par exemple, exploiter des ressources potentielles d'un astéroïde. Donc on a vu jusqu'à maintenant le volet scientifique de cette activité, c'est-à-dire le fait que l'Europe ait posé Rosetta sur Kourou, c'était un grand succès, mais les Japonais, on en a peu parlé, ont ramené des échantillons d'un astéroïde l'été dernier, et ça encore, c'est une grande expérience scientifique, parce que ça nous permet de mieux comprendre la formation des astéroïdes, mais ça devient aussi aujourd'hui, dans le contexte américain de cette industrialisation et de cette commercialisation, l'idée qu'on pourrait très bien obtenir des ressources célestes, et alors c'est là que le discours général est un petit peu flou, parce que ces ressources célestes, si on prétend les ramener sur Terre, ça n'a plus aucun intérêt, hein. Ça coûte aussi cher quasiment de faire revenir une charge que de la lancer. En revanche, l'exploitation de ces ressources célestes, elle est faite pour des bases dans l'espace. Donc dès lors qu'on se met à parler d'exploitation des astéroïdes ou d'exploitation de la Lune, on est en train de penser activité industrielle dans l'espace et donc d'une certaine façon présence définitive. On franchit un autre pas que celui qu'évoquait Xavier avec la multiplication du nombre de satellites. Là, on passe sur l'idée que l'homme pourrait vivre et travailler dans l'espace. Alors c'est un schéma qu'on trouve déjà dans les années 80, mais qui d'une certaine façon est aujourd'hui plus proche d'une réalisation. Et puis pour finir, ma dernière petite planche, c'est cette représentation iconique du lancement par Elon Musk de SpaceX avec David Bowie et la Tesla qui part de trucs. Alors il y a plusieurs façons de voir ça. Donc effectivement, il y a une communication qui est quand même très impressionnante chez SpaceX, hein, et on sent bien que son passé industriel n'est pas du tout le passé de Boeing, Lockheed ou d'autres grands industriels. Mais si vous voulez, le fait d'envoyer une Tesla dans l'espace, ça ne fait jamais qu'un débris de plus. Donc on peut avoir une vision beaucoup plus terre-à-terre et démystifiante. Or, ce qui se passe, c'est que finalement, le discours de communicants de SpaceX, il est réapproprié très largement dans le monde entier. Et si on revient sur les Chinois, eux aussi prennent le modèle américain dont ils prétendent se décaler, mais le prennent quand même comme horizon. Alors, j'essaie de passer ma planche suivante. Il faut peut-être que j'active mon système, sinon je vais appeler à l'aide. Voilà. On n'est pas habitué à avoir des... Ouais, ça y est. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Normalement, c'est juste comme ça. Non, je suis pas la pire.
Bon, très bien. Donc, je vais aller chercher. Ouais, si on peut passer la planche suivante, ça sera bien. Voilà, merci. Donc, je crois que c'est bon. Comment vous avez réussi? Bon, bref. Alors, les enjeux traditionnels de la conquête spatiale, oui, je veux bien la planche suivante. Les enjeux traditionnels de la conquête spatiale, ils demeurent. Hein, et ça, je pense que c'est un point important au moment où on parle New Space. Au moment où on parle du New Space, on voit bien quand même que l'Iran, par exemple, qui est une puissance spatiale depuis 2009, la Corée du Nord, qui est une puissance spatiale depuis 2012, la Corée du Sud en 2013, mettent tout en avant ces enjeux très classiques de l'image, de la souveraineté, de la représentation internationale. Le spatial est vraiment un excellent vecteur. Et ce qui, moi, me frappe, c'est que, vous voyez, nous sommes en 2010, par rapport à 1957, on a 50 ans d'écart, et ces réflexes fonctionnent toujours. Et alors, vraiment, la façon magnifique dont ils ont sans doute le mieux fonctionné, c'est la mission des Émirats arabes unis autour de Mars récemment, puisque finalement, on a vu les Émirats arabes unis être qualifiés de puissance spatiale, ce qui est quand même pour les gens de la communauté assez étonnant, parce qu'une puissance spatiale, ça se définit par deux choses: le fait d'avoir son propre lanceur, de le tirer depuis son territoire ou depuis une base que l'on contrôle, et d'être capable de fabriquer son propre satellite. Les Émiratis, ils ont contribué, ils ont monté une équipe scientifique internationale qui a travaillé en collaboration avec des universités américaines. Ils ont acheté un lancement sur un lanceur japonais et ils ont lancé leur sonde spatiale. On n'est pas du tout sur une puissance spatiale. Et cette distinction entre puissance spatiale ou activité spatiale, on a tendance très facilement à la gommer. Et là encore, il y a eu une communication très impressionnante. Et quand je lisais qu'il y avait 3 puissances spatiales autour de Mars, les États-Unis, la Chine et les Émirats, j'avoue que je trouvais ça un petit peu surprenant en termes de description. Dernier point très intéressant, c'est le développement par la Chine de cette fameuse station spatiale qui, en quelque sorte, viendra après l'ISS. Alors là, la Chine, elle a un avantage. J'évoquais tout à l'heure la durée des plans quinquennaux, c'est-à-dire qu'en fait, en Chine, il n'y a pas de go and stop à l'américaine ou ailleurs, parce qu'il y a des décisions politiques qui se prennent et que l'on change de perspective quant à l'utilisation de l'espace. Eux, c'est très clair, c'est tout ce qui se fait dans l'espace, nous devons pouvoir le faire. Alors, pas forcément au même niveau, pas forcément de la même façon, sûrement pas avec les mêmes budgets, mais en tout cas, il faut que nous arrivions à être présents et à être reconnus, parce que sinon, nous serons exclus, tout simplement. Or, c'est la voie de l'avenir, et il est exclu que la Chine soit à l'extérieur de cette conquête, de ce nouveau milieu. Mais là, vous voyez, sur cette planche, c'est une planche qui dit la station spatiale qui doit être terminée en 2020. Donc la Chine, elle aussi, elle a des délais. Bon, alors elle va commencer sa station en 2021, c'est absolument pas ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette image toujours très positive des réalisations chinoises, qui sont des réalisations tout à fait spectaculaires et remarquables, mais qui sont des réalisations finalement relativement normales pour une grande puissance qui a les moyens, malgré tout, de faire une activité qui ne sera pas du tout, en termes d'importance, d'ampleur et de coût, comparable à l'ISS, puisque là, vous êtes sur une station qui va ressembler plus à ce que faisaient les Russes avec les stations Mir dans les années, avant les années 2000. Or, autre point important, la Chine a aujourd'hui un effet, une coïncidence tout à fait favorable, puisque finalement, sa station sera en fonctionnement au moment où l'ISS va s'interrompre, et les plans grandioses de Trump d'un marché sur la Lune en 2024 paraissent quand même un petit peu compromis, si bien qu'à un moment, la Chine va faire ce que faisait l'Union soviétique et que nous, Français, nous connaissons bien, c'est-à-dire inviter des pays tiers à venir utiliser leurs stations. Et là, évidemment, il y aura sans doute pléthore de candidats. Donc, je ne sais pas si Thomas Pesquet apprend déjà ou pas le chinois, mais de fait, si vous voulez, potentiellement, il faut trouver un astronaute est quelqu'un qui a besoin de s'entraîner. Et le sens de tout cet investissement qui est réalisé, c'est d'acquérir de la compétence et de l'expérience. Donc, bien évidemment, la Chine représentera un élément intéressant. Alors là, c'est pareil, je reprends avec une image un petit peu différente ce qui a été évoqué. Là, vous voyez, ce sont les lancements qui ont été réalisés en 2019. Un petit carré, c'est un satellite. Quand le petit carré est plus petit, eh bien, c'est un petit satellite inférieur à 250 kg. Voilà, je crois que ça parle de soi-même. Hein. Les satellites américains, vous voyez où ils sont, les satellites russes, les satellites européens, les satellites chinois.
faut quand même reconnaître qu'on a quelque chose qui est un phénomène exceptionnel et qui est l'hyperpuissance spatiale américaine. Or, ce phénomène exceptionnel, la question pour nous, Européens, c'est de savoir si on le traite comme la future norme et l'objectif, ou si on le traite pour ce qu'il est, c'est-à-dire la manifestation d'un écosystème profondément différent du nôtre. Parce qu'il est bien évident que SpaceX, qui est donc à l'origine de ce lancement de cette constellation et de la conception de ce projet de constellation à entre 10 000 et 40 000 satellites, finalement, il vit et il bénéficie en termes de sûreté de son capital de l'achat par les États-Unis de ces lanceurs pour des missions gouvernementales, civiles et militaires. Il n'est pas le seul prestataire, mais il y a suffisamment d'argent dépensé aux États-Unis pour lui permettre d'engendrer un fonds de sécurité qui, que ce soit en bourse ou que ce soit tout simplement dans sa vie quotidienne, fait que finalement, il y a la possibilité pour lui de se lancer dans des projets commerciaux en parallèle, ce que n'ont pas, bien évidemment, les industriels européens, mais aucun autre industriel au monde, même pas les industriels chinois. C'est différent, dans la mesure où on y reviendra rapidement, mais les industriels chinois sont encore aujourd'hui des entreprises d'État. Et donc, si vous voulez, si vous reprenez ce genre de planche, vous vous rendez compte que finalement, on a des modèles complètement différents. Alors cette planche, ça c'était les budgets en 2019, ça n'a pas vraiment changé. Bon, vous voyez, les États-Unis, alors bon, je ne sais jamais à combien ils sont exactement, mais de toute façon, mes chiffres sont à la louche, mais ils sont suffisamment instructifs avec une grosse marge d'erreur, d'autant plus que je les ai reportés au produit national brut pour lequel j'ai à peu près la même marge d'erreur, y compris par la transcription en dollars. Et donc, vous voyez que les États-Unis, on va dire, mettons soit à 50 milliards. Vous allez avoir l'Europe qui va tourner à 12-13 milliards. Bon, la Chine n'a pas de budget spatial officiel pour des raisons qui tiennent à son organisation et pas tellement au secret parce qu'elle donne un chiffre de budget de défense. Donc, j'imagine que si elle voulait donner un chiffre de budget spatial, elle pourrait très bien et on aurait de toute façon beaucoup de mal à vérifier. Donc, la Chine ne donne pas de budget. Là, en 2019, j'avais mis un peu inférieur au budget européen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent du budget européen, donc on va dire 12-13 milliards de dollars. La Russie, elle, on le sait, elle est entre 4 et 5 milliards de dollars, 10 fois moins que les États-Unis. Le Japon va quasiment arriver au même chiffre budgétaire que la Russie. Et l'Inde se situe à pas tout à fait 2 milliards de dollars. Donc ce qu'on voit à travers cette planche, c'est d'abord, si on le rapporte au PNB, l'importance du spatial dans deux pays en termes d'investissement proportionnel, c'est-à-dire les États-Unis sans douter, la Russie, effectivement, qui investit plus proportionnellement dans le spatial que la Chine. En même temps, évidemment, si j'avais fait un PNB par habitant au lieu de prendre un PNB global, vous n'auriez pas eu du tout les mêmes résultats. Bon, ceci dit, je m'en suis tenue à la norme et je pense que c'est intéressant comme ça. Et vous voyez aussi que l'Europe, c'est pareil, elle est dans le milieu. C'est pas cet effort spatial, il n'existe pas au niveau européen. Autre point intéressant, c'est qu'est-ce que ces pays arrivent à faire avec ce budget-là ? Parce que quand même, aujourd'hui, quand vous regardez le budget spatial russe, alors il faudrait rajouter la part de location, en quelque sorte, des Soyouz qui l'ont beaucoup fait vivre, mais vous vous rendez compte qu'on peut finalement faire pas mal de choses avec beaucoup moins d'argent, mais on ne fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de beaucoup plus rustique. La voie chinoise, c'est compliqué parce que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois essayer de ne pas tomber dans ce qu'ils appellent la démesure des investissements américains, mais c'est en même temps pas faire des choses un peu rustiques et dépassées comme le fait la Russie, parce que tout simplement elle a l'héritage de son outil industriel de l'époque soviétique, mais c'est au contraire faire quelque chose de très moderne, puisque la Chine se projette sur les exploitations spatiales du futur. Alors, je reviens sur ma traduction dans l'espace. Donc, vous aviez évoqué les chiffres de 2020. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne fait que s'accroître. L'écart entre les États-Unis et le reste du monde est tout à fait marquant. Et cette planche-là, puisqu'on parlait de défis stratégiques, je l'ai prise, même si elle est un petit peu ancienne, parce qu'elle montre finalement, en quelque sorte, la préférence nationale. C'est-à-dire que si vous regardez l'Union soviétique puis la Russie, j'ai cumulé tous les satellites lancés depuis 1957, vous voyez que finalement, tous les satellites russes ont été lancés en Russie. C'est-à-dire que là, vous avez une monoactivité spatiale purement nationale. En revanche, aux États-Unis, vous faites lancer certains de vos satellites, ce sont les différentes couleurs qui correspondent au pays de lancement. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des satellites qui sont lancés par la Russie, par l'Europe, éventuellement à une époque, l'époque d'Iridium, par la Chine. Mais si vous regardez l'Europe, qui est mon encart au milieu, là finalement, vous vous rendez compte que
la défense d'un lanceur européen et l'utilisation exclusive d'un lanceur européen, pendant la période, donc je dis jusqu'en 2015, elle est déjà assez éloquente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit, c'est avec le développement des petits lanceurs, là encore, des démarches nationales qui vont faire que, tout compte fait, il n'y a pas, comme aux États-Unis en particulier, une conjonction de tous les besoins sur les mêmes types de lanceurs. En gros, il y a toujours dans le monde 2 prestataires de lanceurs. Personne ne prend le risque de n'avoir qu'un prestataire, parce qu'on imaginerait bien ce qui se passerait si ce prestataire était retenu au sol par des difficultés techniques. Mais en tout cas, en Europe, ce qu'on voit aujourd'hui avec l'apparition et la multiplication des petits lanceurs, c'est que là encore, on va avoir des fragmentations nationales. Et d'une certaine façon, cela tient au fait que le spatial, il est toujours quand même couplé à des enjeux nationaux. Et ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais la grande faiblesse de l'Europe, c'est précisément cette absence d'intégration d'enjeux nationaux qui deviendraient un enjeu européen, et ça, on ne sait pas le faire. Dans le milieu spatial, c'est très important aussi aujourd'hui, en particulier pour un autre point. Xavier évoquait la question de la gestion du trafic et de la place que l'Europe pourrait prendre pour définir ces réglementations futures du trafic spatial, hein, qui vont être assez intéressantes, parce qu'imaginez qu'on impose un certain nombre de satellites par opérateur, vous voyez bien l'impact que ça pourrait avoir sur quelqu'un comme Elon Musk. Enfin, il y a vraiment derrière des gros enjeux. Mais il y a un deuxième enjeu très important qui est celui de la surveillance spatiale. Et la surveillance spatiale, c'est être capable d'identifier tous les satellites à un moment précis en sachant quelle est la nationalité du satellite, c'est-à-dire effectivement de connaître le satellite. Or, on va en reparler très vite quand je vais atteindre la planche de la militarisation. La question aujourd'hui, c'est que seuls les États-Unis, dans une moindre mesure la Russie, sont capables de savoir très précisément à qui appartiennent les différents satellites et quelles sont leurs orbitographies. Si on imagine aujourd'hui que les États-Unis, qui ont tendance à considérer que les frappes préemptives, ça fait partie d'un arsenal international acceptable, sur lequel on peut avoir quelques doutes, si un jour, je fais de la science-fiction, mais si un jour les États-Unis décidaient d'attaquer un satellite chinois au motif que ce satellite chinois les menaçait, nous sommes totalement dans l'incapacité de dire en temps réel, parce que nous avons quand même quelques capacités, en particulier en France, nous serions dans l'incapacité de dire en temps réel si effectivement il y avait menace potentielle, parce que nous n'avons pas cette capacité. Et moi, je suis très surprise que ce programme de surveillance spatiale, qui est aujourd'hui porté par l'Union européenne et qui avance lentement, finalement, ce n'est pas des programmes les plus coûteux parmi les programmes spatiaux et de très loin. Je pense que la première fois que nous en avons parlé avec Xavier, parce que nous étions tout jeunes, et c'était justement au ministère de la Défense à l'époque, et tout le monde trouvait que c'était relativement farfelu puisque les Américains nous fournissent les données. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient un problème et on voit bien aujourd'hui les Américains proposer même des services privés d'associations. Et là, on a un enjeu stratégique majeur sur lequel on ne peut que s'étonner finalement qu'il n'y ait pas plus d'efforts européens. Alors, les puissances en spatial, c'est les forces en présence. Hein. Et là encore, moi, je suis très frappée par l'importance que l'on accorde tous à la vulgate américaine, tout compte fait, parce que les Chinois vont marcher sur la Lune. Ce dessin amusant du Chinois qui arrive sur la Lune pour aller casser le drapeau américain, c'est quand même une façon de voir les choses qui revient à être extrêmement exclusive, parce que finalement, pourquoi les Chinois ne se poseraient-ils pas sur la Lune et pourquoi, dans la logique du programme spatial chinois, il n'y aurait pas besoin d'aller sur la Lune? Et je ne nie nullement, au contraire, que c'est bien dans l'idée d'une augmentation des capacités chinoises. C'est très clair. Je veux dire, les Chinois veulent être parmi les premiers dans l'espace. Là-dessus, il n'y a pas de question. Maintenant, systématiquement représenter ça comme une menace, risque de créer un genre de prophétie autoréalisatrice. Et de fait, aujourd'hui, je suis très frappée de voir, en plus avec Xi Jinping qui a un discours très nationaliste exacerbé, combien les Chinois instrumentalisent très habilement cette représentation de leurs compétences dans l'espace faite par les journaux américains. Il n'y a pas besoin de faire de la propagande. Les Américains eux-mêmes écrivent « La suprématie américaine est menacée aujourd'hui par la Chine ». C'est parfait. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte
la réalité de la compétition spatiale et le risque que représentent les Chinois. Et je pense qu'il y a sans doute pour nous, Européens, peut-être un discours autonome à trouver sans être naïf, bien évidemment, et sans forcément tomber dans la dénonciation de l'autre, comme les États-Unis le font, aussi un peu par réflexe, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait à l'époque de la guerre froide avec l'Union soviétique, et parce que aussi, bien sûr, sur le plan commercial, il y a cette compétition très, très dure entre les États-Unis et la Chine. Alors, la politique spatiale chinoise, en quelques mots, ce sont des priorités nationales qui font une place nouvelle au spatial militaire, ça j'insiste. La Chine a eu d'abord besoin du spatial pour le volet infrastructure qu'évoquait Xavier, parce que tout simplement, nous en Europe, nous avons l'habitude d'avoir des infrastructures terrestres, il n'y en a pas en Chine. Si vous voulez gérer le territoire, si vous voulez faire des télécommunications, eh bien vous passez par les satellites. C'est un investissement unique qui dure très longtemps et qui vous permet de desservir la totalité de votre territoire. Ensuite, l'armée chinoise se modernise et donc elle intègre le spatial. Ils ont très bien compris la leçon de la guerre du Golfe. Et effectivement, on a vu depuis 2015 un spatial militaire s'autonomiser au sein du spatial chinois, qui n'est pas vraiment, à mon sens, dirigé par les militaires, mais qui est dirigé par, évidemment, les instances politique chinoise qui elle-même intègre systématiquement l'outil militaire, et vous avez une forme de commission militaro-industrielle, enfin, qui est la Castille, la commission militaire centrale, et cette commission militaire centrale, finalement, elle intègre forcément enjeux civils, enjeux militaires, d'où cette idée de la dualité de l'intégration civilo-militaire, et qu'il présente dans ce sens-là, ce qui me paraît relativement logique, mais qui font que les capacités spatiales militaires chinoises vont monter en puissance très, très rapidement. Alors, ils ont même créé une 4e armée, etc., etc. Ceci dit, ce qu'ils mettent en avant, c'est des capacités essentiellement défensives. Bon, c'est sûr que, vu leur situation, ça paraît cohérent. Et que pour eux, la course aux armements dans l'espace, elle est peu bénéfique. Elle l'est d'autant moins que, finalement, aujourd'hui, empêcher le développement d'armes dans l'espace, c'est pénaliser les États-Unis, sans se pénaliser soi-même, puisqu'ils n'ont pas cette vulnérabilité que les États-Unis ont sur leur outil militaire. C'est d'ailleurs pour ça que la Russie a exactement la même position. Donc là, j'ai choisi de montrer un autre type d'enjeu stratégique du spatial, qui est finalement la diplomatie spatiale que je présentais récemment à la Commission des affaires étrangères. C'est que finalement, si vous regardez aujourd'hui la Chine, avec qui elle coopère et comment elle développe ses coopérations, vous voyez bien que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, elle met un certain nombre de billes, donc jusqu'où ça ira, c'est difficile à dire, mais en tout cas, elle pose le pied, elle s'installe, elle se fait reconnaître, et elle le fait, en fait, pas du tout sur un plan commercial, mais sur un plan soit de troc, soit de stratégie d'influence. Elle peut d'autant mieux le faire et le faire avec qui elle veut que, comme elle est exclue de toute technologie américaine, eh bien, elle n'est tenue par aucun type de réglementation sur les transferts. Et donc, autant nous, Européens, parfois, il peut nous arriver d'être pénalisés quand on veut lancer ou fabriquer un satellite pour des pays tiers qui ne sont pas approuvés par les États-Unis lors des transferts de technologie, autant la Chine est une alternative mondiale et internationale, ce qui, en termes de sécurité, pose à mon avis, un sérieux problème. Alors, je vais passer très vite sur la Russie. Bon, le spatial russe en recherche d'un projet politique, je crois que finalement, c'est ça la vraie question. C'est autant la Chine sait pourquoi elle veut être une très grande puissance spatiale, autant la Russie a plus de mal. La Russie, elle a un outil spatial militaire qu'elle a développé pendant la guerre froide, qu'elle continue plus ou moins à entretenir. Ça va quand même, ça inclut la navigation, puisque GPS ou GLONASS sont à l'origine des outils militaires pour ces deux grandes puissances. Elle essaie donc elle se sert de ce spatial militaire pour se faire reconnaître sur la scène internationale face à une compétition chinoise. Alors, ce n'est pas une compétition directe, puisqu'en plus, on voit aujourd'hui une synergie officielle entre les Russes et les Chinois. Et en tout cas, en termes d'image, la Russie aujourd'hui se trouve, je dirais, mise dans une position de faiblesse, puisqu'on parle peu d'elle, alors qu'on parle de plus en plus de la Chine, et que de fait, la Chine réalise des choses que la Russie est bien incapable de réaliser. Bon, on a raté la fenêtre d'exploration de Mars dans une mission qui était européenne et russe, et un petit peu de la faute de tout le monde. Je m'excuse, je vais juste vous demander
si on peut raccourcir, parce que j'ai une dizaine de 11 questions vous me donnez 2 minutes, et je finis. Donc du coup, le problème de la Russie aujourd'hui, et c'est aussi pour ça sans doute qu'elle développe comment dirais-je, les démonstrations offensives dans l'espace, et qu'on parle beaucoup d'elles, par exemple, sur les armes potentiellement, enfin les actions militaires potentiellement hostiles dans l'espace. Alors, je ne vais pas du coup évoquer la Russie, j'avais fait une autre planche sur la diplomatie spatiale de la Russie, dont on peut voir qu'elle est aujourd'hui un petit peu mise à mal aussi par la Chine. Et je voulais terminer sur l'espace indien, puisqu'on parle des enjeux stratégiques, puisque les Indiens aujourd'hui, qui étaient partis de programmes internationaux civils ouverts à l'ONU, en finissent aujourd'hui avec, alors ma planche du bas, c'est pas du tout le tir anti-satellite que le Premier ministre Modi a autorisé en 2019, c'est l'annonce qu'il va y avoir le lancement d'un homme dans l'espace, qui est tout à fait contraire à ce qui a été toute la philosophie du spatial indien. Donc la question aujourd'hui, c'est l'espace futur champ de bataille. Alors, moi, je pense que ça mérite quand même un point d'interrogation. Certes, l'espace est un milieu qui va devenir de plus en plus convoité, qui est de plus en plus convoité, dans lequel un État comme les États-Unis a des enjeux de sécurité nationaux qui sont absolument essentiels, qui devient important pour tous les pays, puisque tous les pays développent eux aussi une activité spatiale civile et militaire. La question est, est-ce que la guerre dans le milieu spatial, ça ressemble à la guerre ailleurs? Et quel est finalement le bénéfice au total de faire la guerre dans l'espace, ou est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire autrement? Et donc, ça, voilà, je terminais. Et donc, voilà, ça sera ma dernière planche. La question du spatial militaire et de son devenir. Donc là, c'est pareil. Les satellites militaires opérationnels en 2000, je ne vois pas ma planche de loin si c'est 2020. Donc, vous voyez la masse des satellites militaires américains. Et puis surtout, vous voyez que les types d'activités sont différentes, puisque en rouge, vous avez l'observation de la Terre, là où finalement, vous avez en bleu les télécoms, et surtout, en violet, vous avez les programmes technologiques, et là, vous voyez que les États-Unis ont quand même vraiment encore une énorme longueur d'avance. Donc voilà, c'est ma dernière planche. Comment penser la géopolitique de l'espace? Ce n'est pas tout à fait votre sujet, mais c'est quand même, me semble-t-il, aussi un sujet important. Merci et désolé si j'ai excédé mon temps de parole. C'est passionnant, on vous sent passionné, mais malheureusement le temps nous est un peu compté. Je vais commencer par donner la parole à Olivier Sigolotti qui est en visioconférence, s'il nous entend. Olivier, est-ce que tu nous entends? Ça a l'air. On t'entend pas très bien, si tu peux parler peut-être plus près du micro, je ne sais pas. Et à tous. Merci, Monsieur le Président. Une question peut-être plus pour Monsieur Pasco, qui a évoqué dans sa conclusion les éléments liés à la régulation. Monsieur Pasco, vous avez effectivement rappelé que l'espace est un bien commun, partagé et sans frontières. Aujourd'hui, il serait inconcevable de ne pas avoir de régulation au niveau de la circulation aérienne. Et pourtant, vous avez également rappelé la multiplication des lancements en grappe de petits satellites et de nanosatellites, certains étant à la fois incontrôlés et indétectables. Ces derniers risquent de provoquer de plus en plus d'incidents avec des satellites plus opérationnels de grande taille. J'en veux pour preuve l'exemple en septembre 2019 de Starlink de SpaceX et d'Aeolus de l'ESA. Selon vous, Monsieur Pasco, quels outils de régulation internationale sont envisageables et quelle instance, au pluriel éventuellement, serait en capacité d'en assurer le respect de la mise en œuvre? Et surtout, est-il concevable pour vous d'assurer une régulation entre spatial civil et spatial militaire? Je vous remercie. Je vais faire une série deux séries de 5 questions, enfin une série de 5, une série de 6, comme ça permettra peut-être d'être plus rapide. Le suivant, c'est Pascal Alizard qui est présent. Oui, Monsieur le Président, merci. Merci à vous deux pour votre présentation. Avec 4 collègues de la Commission, nous travaillons sur un rapport sur la puissance chinoise en Europe et notamment sur ce volet spatial. Et on s'interroge notamment sur la profondeur de l'accord, de la relation
sur ce sujet entre la Chine et la Russie. Alors, vous nous avez présenté la Chine. Passer un peu vite sur la Russie, c'est normal. Le président vous avez demandé d'accélérer et je ne veux pas contrarier le président, mais j'aimerais bien quand même un petit... Ça va être l'occasion d'en parler. Voilà, tout à fait, c'est l'occasion d'en parler. Si vous pouvez quand même détailler un petit peu la vision sur la Russie et nous préciser la nature de la relation entre les deux, il nous semble, nous, que la Russie a quand même encore un avantage technologique et que la vente de cet avantage fait partie de l'accord ou de la recherche d'accord. Merci. Je me doutais bien, Pascal, qu'on allait revenir sur le sujet de la Russie. Gisèle Jourda, c'est le tout. C'est étonnant. Alors, oui, alors, c'est pas du tout... Ce n'est pas du tout donc concerté, mais c'était exactement le lien que je souhaitais donc que vous approfondissiez, Madame, parce que d'après donc... un responsable de l'IFRI, Moscou pourrait se servir justement d'une main tendue de la Chine pour pouvoir justement, donc, dans cette alliance pour le spatial qu'ils ont conclue, qui finalement, comment est l'accord gagnant-gagnant entre qui et qui? Et finalement, quand on voit comment cette question est prégnante, comment voyez-vous cette redistribution des cartes? Vous voyez, nos questions sont vraiment similaires. Ensuite, j'en aurai une seconde pour vous, monsieur, parce que j'ai été très intéressée quand vous avez évoqué la gestion du trafic spatial. Donc, comment cela se dessine-t-il? Merci beaucoup. Merci, Gisèle. André Gattolin. Oui, merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse plutôt à Madame Sourbès-Verger. Vous avez montré, et je trouve vous l'avez très bien illustré, la part qu'il y a de symbolique, de travail, de l'imaginaire humain. Finalement, tout le monde a toujours rêvé à l'espace. Moi, il y a un aspect un peu générique. Alors, la question peut peut-être paraître farfelue, mais la manière dont on appelle les voyageurs de l'espace varie maintenant avec pratiquement chaque nation. On a l'astronaute, le cosmonaute. Dans les années 60, une blague russe disait « Les Américains sont partis dans les étoiles pour trouver Dieu et dire qu'il est américain. Nous allons dans le cosmos pour montrer que le cosmos est rationnel et que Dieu n'existe pas. » Alors on a maintenant le taïkonaute qui renvoie comme le spationaute au terme d'espace. On a le vyomanaute indien qui lui renvoie au ciel avec une dimension plus spirituelle. Enfin, je trouve quand même assez évocateur que pour qualifier la même chose, un voyageur de l'espace, y compris dans chacune des langues, on ait une traduction, ce qui montre bien qu'on a une parcellisation de l'espace et risque-t-on de voir émerger d'autres noms pour qualifier chaque petit terrien qui ira faire un tour dans l'espace. Merci André. Pour terminer cette série de questions, Jean-Marc Todeschini. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, ma question rejoint totalement celle d'Olivier Cigolotti. C'est jusqu'où pourrons-nous aller dans cet espace avec l'arrivée massive depuis l'année 2000 d'institutions privées à côté des agences d'État ou même qui regroupaient plusieurs États comme en Europe. On assiste là, avec les projets, vous les avez cités, ils ont été cités, le projet Starlink, on peut le comparer finalement à un Wi-Fi international qui arrosera tout le monde, une connexion Wi-Fi planétaire sans fil. Tout cela va poser des problèmes. D'autres agences, d'autres structures de télécommunications sont aussi présentes. Je ne parle pas du deuxième, de l'origine, qui a lui aussi un projet de plus de 3000 satellites dans l'espace. OneWeb aussi. On va assister aux intérêts de Samsung, de Telesat et d'autres qui vont faire que des dizaines de milliers de satellites vont se retrouver dans l'espace. Peut-on continuer avec cette seule institution qui est l'Union internationale des télécommunications, qui souvent, finalement, les intérêts privés ou nationaux ne sollicitent même plus, ne les prennent même plus pour des problèmes de confidentialité, et expédient dans l'espace des satellites. Peut-on continuer, en clair? Il y a le problème de la pollution, des débris qu'on ne peut pas récupérer, qui vont arriver, et quels outils sont aujourd'hui à la disposition des États. On a une loi en France
spatiale, mais on n'a rien en commun et on est dans un vide juridique assez important. Je crois qu'au-delà des problèmes de défense et de la suprématie, de toute manière, pour le moment américaine en matière de défense, on a là aussi une guerre économique qui va arriver. Et à quel moment une nation pourra-t-elle considérer qu'elle est agressée, finalement, ne serait-ce que commercialement? Est-ce qu'il y a des règles d'engagement à définir ou pas? Et est-ce qu'une nation pourra simplement considérer légitimement qu'elle a dans son intérêt de faire usage à la force? Et on sait bien que en matière militaire, en tout cas, la force, le dernier recours, ça sera quand même l'attaque des stations terrestres. Mais là, ça provoquerait un engrenage pas croyable. Donc, quelles sont à vous vos pistes de réflexion sur cette régulation qui est indispensable depuis le XXIe siècle et depuis l'arrivée d'intérêts incroyables dans l'espace? Merci. Merci Jean-Marc. Monsieur le directeur, madame, je vous laisse gérer peut-être entre vous les réponses. Très bien. Je vais traiter, effectivement, les questions se recoupent et tournent autour de ces questions de régulation. Alors, effectivement, aujourd'hui, quel forum se prête à ce genre de régulation? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on veut réguler? Bon, finalement, quand on parle de gestion du trafic spatial, c'est en référence à plusieurs choses. C'est en référence effectivement à cette émergence des méga-constellations. Vous n'avez pas cité un projet nouveau qui vient d'apparaître avec ce qu'on appelle StarNet, semble-t-il, le dépôt par la Chine d'un dossier auprès de l'UIT pour 13 000 satellites de télécommunications qui vient s'ajouter d'une certaine manière à tous les projets que vous avez cités. Donc on voit bien qu'effectivement, tous ces satellites étant placés sur des orbites basses, on a sans doute, alors même si aujourd'hui l'espace reste grand et vide, on a une densification, les Américains appellent ça l'espace congestionné, etc. Et la difficulté aujourd'hui, on a plusieurs forums où ces choses se discutent. Alors, au niveau des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, qui essaye d'établir en ce moment, c'est son grand projet, des mesures de développement durable des activités spatiales, ce qu'on appelle les Long-Term Sustainabilities, donc les LTS. Et les pays se sont accordés sur un certain nombre de grands principes, mais évidemment, dès que ces principes rentrent un peu dans le détail, eh bien, les discussions s'arrêtent aujourd'hui, et donc les Nations Unies sont un forum nécessaire, parce que c'est le forum qui permet d'universaliser les discussions, mais c'est un forum qui n'est pas suffisant parce que les discussions de détail se font ailleurs. Alors elles se font aujourd'hui dans différents cadres, elles se font pour ce qui concerne les interférences par exemple. Globalement, le contrôle du trafic spatial, la gestion du trafic spatial, ça porte sur quoi? Ça porte sur les débris, ça porte sur ces opérations de rendez-vous qui vont être de plus en plus fréquentes. C'est-à-dire comment on va organiser, gérer, rendre transparentes ces opérations qui consistent à rapprocher un satellite d'un autre, éventuellement d'y intervenir. Et puis ça concerne aussi les interférences entre les systèmes, le fait que les systèmes se brouilleront. Alors, ces différents points sont traités dans des instances différentes. Vous avez évoqué l'UIT, effectivement. L'UIT, aujourd'hui, c'est un peu une chambre d'enregistrement de projets nationaux dont l'autorisation est donnée par l'autorité de régulation nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en tant qu'industriel, vous avez l'autorisation de la part de votre autorité, la licence, en quelque sorte, eh bien, vous déposez vos findings et les dossiers auprès de l'UIT. Et l'UIT, juste, s'assure que votre système ne va pas, de manière explicite, physique, empêcher un autre système de fonctionner. Alors aujourd'hui, on est dans une logique où ces méga-constellations ne sont pas vues comme explicitement empêchant de fonctionner d'autres systèmes. Mais là, c'est là où on touche, et on voit bien qu'on va devoir réguler, c'est là où on touche la limite de la prospective, on se rend bien compte, et les industriels eux-mêmes le disent maintenant, la coexistence, la multiplication de ces différents systèmes évoluant à peu près sur les mêmes orbites, sur des fréquences très voisines, vont rendre de plus en plus compliqué le bon fonctionnement, et in fine, le bon fonctionnement des infrastructures terrestres qui en dépendent, etc. Le bon fonctionnement des satellites géostationnaires. Donc là, les gens commencent, on voit ça depuis quelques mois, ce thème commence à monter comme étant un thème important. Alors, pour ce qui concerne les débris, par exemple, on a aujourd'hui une régulation très, j'allais dire, un gentleman agreement entre différentes agences spatiales dans le cadre de la commission interagence de gestion des débris, l'IADC,
qui dit, bien voilà, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous devez, par exemple, après la fin de vie de votre satellite en orbite basse, le désorbiter, le détruire dans l'atmosphère au bout de 25 ans, dans l'espace de 25 ans. Quand vous exploitez un satellite géostationnaire et qu'il arrête en fin de vie, vous devez être capable de garder suffisamment de carburant pour le propulser à une orbite plus haute, pour finalement le neutraliser, le mettre sur une orbite parking, une orbite cimetière. Tout ça, ce sont des recommandations, ce ne sont pas des traités, ce ne sont pas des obligations. Et donc, le STM aujourd'hui, ce qu'on appelle le Space Traffic Management, eh bien, effectivement, c'est devenu un peu un objet j'allais dire, possible de confrontation des intérêts. Et que ce soit pour les opérations de proximité, avec par exemple, ça va être par exemple des exigences techniques. On va finir par édicter des règles qui exigeront un certain niveau de performance. On se rend bien compte évidemment qu'immédiatement, selon le niveau de performance que vous allez exiger, vous allez créer des distorsions de compétitivité, etc. Alors même que tout ça doit se discuter. L'Europe aujourd'hui s'en saisit en lançant différents projets d'études. Il se trouve que la Fondation pour la recherche stratégique dirige un de ces projets aujourd'hui, il coordonne un de ces projets européens d'études des régulations, alors avec à la fois un volet technologique, quels sont les manques technologiques dont l'Europe pourrait souffrir, par exemple dans le domaine de l'observation de l'espace, de la situation spatiale, comme le disait ma collègue Isabelle, ou quels sont les problèmes de normes juridiques, les problèmes politiques induits et éventuellement l'analyse des conséquences économiques en matière industrielle, compétitivité. Donc tout ça fait l'objet, j'allais dire, d'études naissantes simplement. Aux États-Unis, on commence à avoir une très très grosse réflexion sur, je dirais, l'internationalisation des règles qu'on veut s'imposer à soi-même. Et donc on est effectivement là dans un jeu normatif très fort. Alors, pour ce qui est de, je dirais, de la place des acteurs privés dans le futur. Alors là, évidemment, on est aujourd'hui en manque d'une gestion collective, d'une gestion internationale, j'allais dire d'une gestion raisonnable, du développement de ces grands projets privés. Et vous avez évoqué une sorte de vide juridique. Oui, effectivement, aujourd'hui, un pays, en fonction de la loi spatiale qu'il s'impose à lui-même, peut donner le droit à son industrie de conduire son activité industrielle dans l'espace. Au passage, ça s'est passé, par exemple, en novembre 2015, avec le vote de la loi aux États-Unis de l'autorisation pour les entreprises privées d'exploiter les ressources extraterrestres. Ce vote, en réalité, a été très discuté au niveau international parce qu'on se demandait jusqu'à quel point, les juristes en tout cas, se demandaient jusqu'à quel point ça ne contrevenait pas au terme du traité de 1967 d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, qui consacre comme un principe le principe de non-appropriation, comme un principe cardinal du droit international. Aujourd'hui, je dirais, on n'est pas tout à fait sorti de ce débat, en réalité. Un certain nombre de juristes s'accordent pour dire qu'exploiter ne veut pas dire s'approprier. Bon, on est dans de l'argutie juridique, mais on voit bien qu'il y a une poussée, une très forte tension, une très forte pression des grandes puissances spatiales, et en particulier de la puissance américaine, c'est vrai, mais on voit bien qu'il y a d'autres intérêts en dehors des États-Unis qui, de toute façon, font évoluer la réflexion juridique, etc. Et là, c'est vraiment, pour l'Europe, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il faut savoir se situer dans ce débat, à savoir faire valoir ses compétences, faire valoir ses intérêts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en matière d'occupation de l'espace circumterrestre, orbite basse, géostationnaire, ou éventuellement en matière d'exploration humaine du système solaire et de la logistique qu'on y déploiera et des activités industrielles qu'éventuellement on y exercerait, même si on peut avoir beaucoup effectivement de doutes sur la logique économique de tout ça. Là, il faut que l'Europe, effectivement, s'arme pour qu'elle défende ses intérêts. On a des intérêts à faire valoir, on a des compétences de premier rang mondial, et là, pour le coup, on a un intérêt, et donc il faut en prendre conscience, c'est une prise de conscience collective. Donc, je vais partir sur un registre un petit peu différent. Si vous permettez, je reprendrai votre dernière question, et puis je mettrai un peu plus de temps sur la Russie et la Chine, qui me paraît un sujet très important. Oui, bien sûr, on donne des noms différents. Et alors moi, il y a deux choses qui me frappent, c'est que quand même, on impose un petit peu à tout le monde cette racine grecque de note. Et voilà, c'est ça, le navigateur. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les Chinois, ils ont deux noms. C'est-à-dire qu'ils ont taïkonautes,
qu'on connaît bien, et Taïk, c'est le milieu. Donc, ils ont reconstruit une appellation à usage en anglais, international, et puis ils ont leur mot à eux, qui veut dire aussi navigateur de l'espace, mais en chinois, et qui est Yangguan, que je prononce extrêmement mal, et je pense que c'est pour s'éviter ce genre de difficultés et d'incompréhension que finalement, ils ont choisi de se caler sur ce modèle international. Donc, c'est intéressant parce que là, on mesure quand même culturellement le poids que peut avoir l'histoire des premières puissances spatiales. Alors oui, les Indiens, ils ont leur propre nom et ils sont en train de le mettre en lumière puisque c'est exactement, puisque ça devient nouveau comme idée. Mais ce qui me frappe moi surtout, c'est que vous n'avez pas de nom japonais, vous n'avez pas de nom européen. Et les Européens, à l'initiative de la France, ont tenté le spationaute au milieu des années 1980. Et moi, en bonne française, je pensais que c'était adopté. Et en fait, pas du tout. À l'ESA, ce sont des astronautes. Et Thomas Pesquet est un astronaute et pas un spationaute. Et donc, c'est assez amusant de constater que seule la France avait finalement à cœur de porter cette singularité, encore une fois, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et à une époque, vous aviez même une forme d'adhésion qui fait que, par exemple, je crois que Jean-Pierre Aigneret, qui a volé à bord de vaisseaux russes, lui s'appelait cosmonaute. Parce que pour lui, il était formé sur les cosmonautes. Donc moi, ce que je retiendrai de tout ça, c'est que, ben oui, quid de l'Europe là-dedans, et le même problème pour le Japon, parce que nous n'avons pas de moyens autonomes. Et puis derrière, quel nom on va donner aux touristes de l'espace? Ça, j'avoue que je suis assez intéressée de voir ce qui va être inventé. Voilà, ça va être très drôle. Donc bon, ça c'était voilà la partie compliquée. Aujourd'hui, les liens entre la Chine et la Russie dans l'espace. Alors, si mon truc remarche, je serais remontée, apparemment. Il a peut-être été coupé, je ne sais pas. Hop, bon. En tout cas, si... Voilà, c'est bon. C'est juste qu'il lui faut un petit temps de réaction. Si on remonte, par exemple, sur... alors je vais peut-être remonter sur la Chine. Bon, je ne sais pas. Quand vous regardez, par exemple, le sujet qui est la diplomatie spatiale de la Russie et de la Chine. Ben, la diplomatie spatiale de la Russie et la diplomatie spatiale de la Chine, il y a des endroits où, malgré tout, elles sont un tout petit peu en concurrence. Par exemple, l'Égypte. Si vous regardez... Alors, il faudrait que je remonte dans l'autre sens... Alors, je n'avais pas prévu de faire cette comparaison, mais si vous arrivez à mémoriser un petit peu, puis de toute façon, je laisserai mes planches, vous vous rendez compte que ce soit en Amérique latine ou que ce soit au Moyen-Orient, eh bien, finalement, Russie et Chine apparaissent comme des alternatives à un certain nombre de pays. Donc là, ça va être quelque chose qu'il faudra quand même à un moment ou à un autre gérer. Mais cette coopération entre la Russie et la Chine, elle est très ancienne. Roscosmos, alors elle est très ancienne, on ne va pas remonter aux années 60 et à la rupture entre le bloc soviétique, etc. Mais depuis la fin de l'Union soviétique, la Chine a fait partie des pays qui se sont intéressés à la récupération des capacités existantes. Et le programme spatial habité chinois vient directement de la coopération qui a été initiée en 1991, même si la Chine a à cœur de se réapproprier le programme et de le développer par elle-même, puisque en fait, elle a mis plus de 10 ans, entre 91 et 2003, pour faire son propre vaisseau avec son propre lanceur et son propre module. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez une agence Roscosmos, une seule dans le monde, qui est en Chine, qui est à Pékin. Donc vous avez cette ancienneté des liens. Vous avez une université, la grande université technologique chinoise dans le domaine spatial, c'est l'université de Harbin. Harbin, on enseignait en russe à une époque, et vous aviez des enseignants russes, et vous avez encore beaucoup de gens, on va dire, d'une cinquantaine d'années qui parlent russe dans le spatial chinois. C'est intéressant de voir à l'IAF des Chinois parler en russe avec des Russes. Donc ça, vous avez cette très ancienne coopération. Yang Zemin avait été formé en Russie aussi, etc. Donc il y a ce substrat. Il y a un deuxième élément qui leur est commun, c'est finalement le fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils se sentent à l'écart du monde occidental et ils se sentent de plus en plus à l'écart, et on voit bien les difficultés de la Russie aujourd'hui face à une politique des sanctions qui quand même la pénalise beaucoup, et entre autres dans le domaine spatial, parce qu'elle n'a pas, par rapport à la Chine, cette autonomie dans le domaine de l'électronique et cette capacité finalement en termes de composants ni d'innovation. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a deux acteurs qui ont finalement un intérêt bien compris, au moins
apparent à nouer leurs compétences. C'est-à-dire qu'il y a des avances technologiques dans le domaine du spatial militaire, des Russes qui sont encore très nettes par rapport aux Chinois. Je prendrai un exemple, c'est l'alerte avancée, c'est-à-dire la capacité de satellites à détecter des tirs de missiles. Aujourd'hui, la Russie a signé un accord de coopération avec la Chine sur ce sujet. Jusqu'où la Russie va être prête à céder ses dernières briques de compétences supérieures à la Chine, ça, c'est quand même à discuter. Ce n'est pas du tout évident. Pardon. Et puis, du côté chinois, il y a l'idée qu'on voudrait bien quand même s'émanciper et pas avoir l'air d'être en train de copier ce que font les Russes et de dépendre des Russes. Donc, tout compte fait, il y a à la fois un intérêt mutuel bien compris, et d'ailleurs, si vous regardez la déclaration qui a été faite d'une station lunaire russo-chinoise, elle a été faite d'abord par les Russes. Parce que là, vous êtes en déficit de projets russes, là où vous avez un projet chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont toujours dit qu'ils voulaient aller sur la Lune, ils n'y sont jamais allés, les Russes y sont allés, ils y ont ramené des échantillons, ils n'ont pas envoyé des hommes, mais ils ont ramené des échantillons. Et donc, finalement, les Chinois, eux, n'ont pas véritablement besoin des Russes pour maintenir leur programme, là où les Russes ont besoin de trouver un allié. Or, l'allié traditionnel qui était les États-Unis avec l'ISS, devient aujourd'hui un allié qui est beaucoup moins attractif, en particulier parce que bien, la Russie serait traitée en junior partner, de fait, parce qu'elle n'a pas les compétences et parce que maintenant les États-Unis n'ont plus besoin de la Russie, alors que dans l'ISS, la Russie était quand même à l'origine du projet et au cœur du projet. Donc cette dimension-là, elle fait que la Russie cherche à réapparaître dans de la coopération parce qu'elle n'est pas prête à le faire toute seule. La Chine crédibilise son image d'alternative en s'associant à la Russie et en s'adossant à la Russie. Et effectivement, pour nous, Européens, ça pose un problème réel. C'est-à-dire que finalement, jusqu'où vont-ils être capables d'agréger autour de ce noyau d'autres puissances? Est-ce qu'ils sont une alternative finalement, et c'est leur ambition, au projet américain? Alors vous avez un grand cas, c'est celui de l'Inde. Sauf que l'Inde et la Chine, ça ne se passe pas très bien. Mais malgré tout, dans certains domaines, l'Inde, elle est quand même prête à aller se positionner là où elle retirera le plus d'avantages. Et il est probable que l'Inde jouera un petit peu le jeu qu'elle a toujours joué, c'est-à-dire essayer de bénéficier d'un côté non aligné en fonction des avantages mutuels. Et la coopération de la Russie avec l'Inde, elle est très ancienne et elle est très forte, même si elle a un peu subi des revers ces derniers temps. Donc oui, cette question de la coopération et de savoir qui est bénéficiaire, je dirais aujourd'hui, les deux sont bénéficiaires. Les deux sont bénéficiaires, mais ça va être jusqu'à un certain point. C'est-à-dire à partir de quel moment, sachant qu'ils ne sont pas capables de construire un projet commun autre que apparaître comme une alternative, c'est-à-dire qu'ils sont en projet, je dirais en creux par rapport au projet américain, on ne voit pas forcément, finalement, jusqu'où ça va pouvoir prospérer, prendre de l'ampleur et attirer autre que marginalement. Mais même déjà, ce marginal, c'est suffisant parce que finalement, vous allez avoir deux modèles, le modèle américain occidental, puis vous allez avoir ce modèle alternatif qui peut quand même tenter beaucoup de pays. La Turquie annonce qu'elle veut, elle aussi... La Turquie annonce, dans le même message que celui de félicitations aux Émirats arabes unis pour s'être mis en orbite autour de Mars, elle annonce qu'elle va aussi avoir un programme lunaire. Sauf que la Turquie est potentiellement plus capable d'être une puissance spatiale que les Émirats. Mais si vous voulez, la Turquie peut être intéressée à un moment ou à un autre par les offres de la Russie et de la Chine. Donc ça va être vraiment, je suis d'accord avec vous, il y a des briques technologiques russes qui sont encore très, très pertinentes, surtout dans le domaine du militaire où finalement la Chine peut encore apprendre. En même temps, la Chine, elle a une dynamique que n'a pas la Russie. Donc, comme ce sont quand même deux grandes diplomaties, je pense qu'effectivement, ils vont essayer de maintenir au maximum ce genre d'avantages. Très bien. Je vais passer aux 5 questions suivantes parce que je vois que le temps passe. Alors, pour commencer, Gilbert Roger. Je vais essayer d'être très rapide. Des questions plutôt de conception européenne que vous avez souvent évoquées. Je pense comme vous que l'Europe a peut-être été à sous-doter ses programmes spatiaux, mais est-ce qu'on ne se rajoute pas une épine dans le pied dans les espaces délais, temps qu'il faut pour prendre une décision commune de travail? Et la deuxième question que vous n'avez pas abordée,
inconvénient, pas inconvénient, le départ de nos amis britanniques et donc du Brexit. Jacques Lenay, pardon. Oui, merci. Une question à Xavier Pasco. Certains redoutent une monopolisation de l'espace par des entreprises. Quel est l'impact de l'importance croissante de ces entreprises privées dans l'espace? Et une question, Isabelle Sourbès-Verger. Faire de l'espace est devenu moins cher, a expliqué Thierry Breton en janvier dernier. Dans quelle mesure cette affirmation est-elle vraie? Et comment réconcilier faire de l'espace et toutes les innovations et découvertes qui en découlent avec les enjeux environnementaux? Merci Jacques. Nicole Duranton. Merci Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup Madame Sourbès-Verger et Monsieur Pasco pour votre présentation. Donc, je suis élue dans le département de l'Eure et la ville de Vernon est pionnière en matière d'industrie spatiale. En effet, Emmanuel Macron est venu le 12 janvier dernier avec nos deux ministres rois, Sébastien Lecornu et Bruno Le Maire, pour évoquer l'avenir des filières de l'espace et de l'hydrogène. Après la conception de fusées françaises Véronique et Vesta, le site de Vernon a mis au point et fabriqué Viking, le moteur de la fusée européenne Ariane. Aujourd'hui transformé en campus de l'espace, le site de Vernon regroupe plusieurs entreprises, dont Ariane Group, leader européen des lanceurs spatiaux. Donc, dans le cadre du plan de relance, Emmanuel Macron a annoncé à cette occasion investir 500 millions d'euros dans le spatial, dont 30 millions d'euros pour le site de Vernon, plus 2 milliards d'euros dans le plan de relance Ariane Group, qui utilise déjà de l'hydrogène pour la propulsion des lanceurs Ariane et qui vient de conclure un partenariat avec l'énergicien Engie pour produire de l'hydrogène liquide d'origine renouvelable à destination du transport maritime, et va bénéficier des aides de ce plan de relance. Donc on sait que le site de Vernon est un site d'excellence en matière de propulsion à l'hydrogène. 15 millions sur les 30 millions seront investis pour gagner 1 an sur le projet Prometheus. Donc Ariane Group vise à développer pour l'Agence spatiale européenne un démonstrateur de moteur de fusée à bas coût et potentiellement réutilisable. Quand il y a plus de concurrence, nous devons mieux nous organiser, innover davantage, avait déclaré le président de la République en faisant allusion à l'accélération de la concurrence américaine et notamment SpaceX et asiatique dans l'industrie spatiale. La société du milliardaire Elon Musk a déjà recours à des fusées réutilisables quand l'Europe a reporté à 2022 le premier vol de sa nouvelle fusée Ariane 6 et s'interroge sur les technologies à mettre en œuvre pour la génération suivante de lanceurs. Donc, dans ce contexte où les projets d'Elon Musk incluent de plus en plus le principe de réutilisation, que pensez-vous de ce principe? Comment la France devrait-elle s'en saisir? Comment garantir la souveraineté des États sur les entreprises dans le cadre de l'aventure spatiale qui produit un grand nombre de données à caractère confidentiel et exclusif? Et enfin, pensez-vous que 500 millions d'euros soient suffisants? Et comment mieux flécher au mieux ces fonds? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Je vous rappelle la règle d'une question, 1 minute, s'il vous plaît. Sinon, nous ne sortirons pas. Hugues Saury. Je vais être rapide, Monsieur le Président, parce que je crois que je vais passer mon tour. Ma question avait trait à l'évolution du droit international face à l'arsenalisation et parfois l'arsenalisation anarchique de l'espace. Alors ça a été abordé rapidement, sauf si nos interlocuteurs veulent bien développer. Voilà, sinon c'est... Merci Hugues. Je vois la dernière question pour Philippe Folliot en visio, s'il nous entend. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur le Président. Juste un élément d'analyse, du moins, à mon modeste niveau. L'espace est un peu, à certains égards, comme le Far West des temps modernes, avec des règles qui sont des règles un petit peu floues, avec un cadre juridique qui n'est pas encore tout à fait complètement établi, avec des acteurs qui étaient des acteurs publics, il y a maintenant des acteurs privés, des acteurs civils, d'autres militaires, et donc avec une nécessité, j'allais dire, de prendre en compte tous ces éléments. Et le fait pour notre pays en particulier, pour l'Europe en général, de prendre en main l'ensemble de ces éléments. Et c'est du reste ce qui a guidé le fait de transformer notre armée de l'air entre armée de l'air et de l'espace,
et de mettre le siège de cette future armée, l'état-major, j'allais dire, de cette future armée de l'air et de l'espace en l'occurrence, à Toulouse. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce choix, des éléments de déploiement par rapport à la mise en place de cet état-major et de la nécessaire, j'allais dire à certains égards, continuité et complémentarité à trouver avec les acteurs civils de l'espace européen en général et français en particulier, je pense au CNES notamment. Et est-ce que, au regard de compétences qui sont peut-être parfois un peu limitées, très spécifiques, selon vous, n'y a-t-il pas un enjeu pour avoir un certain nombre d'acteurs, notamment du CNES, qui pourraient jouer un rôle aussi à certains moments pour notre défense en étant des réservistes de l'armée de l'air et de l'espace, donc pour pouvoir agir dans les deux domaines, à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire, dans le cadre d'une intelligente, si vous me permettez l'expression, mutualisation des compétences. Bien, Philippe, merci. C'était la dernière question. Je propose qu'on se donne un quart d'heure maximum pour répondre, comme ça on tiendra les délais. Merci. Je vous en prie. Oui, alors je vais essayer de faire un peu une réponse en synthèse là où c'est possible. Oui, sur la question que vous évoquez des compétences croisées civiles et militaires en France, je pense que quand même, ce n'est pas effectivement un hasard si le commandement a été installé, la partie opérationnelle à Toulouse, hein, puisqu'il y a quand même déjà la présence du CNES. Oui, la question de la réserve, je pense que c'est intéressant, mais vous auditionnerez sans doute d'autres personnalités plus compétentes que moi pour vous répondre sur le sujet. Bon, il est clair qu'il va falloir monter en puissance et trouver des nouvelles forces vives, mais je pense que ça doit faire partie des choses possibles. La question que vous évoquez sur le Far West, elle est très intéressante parce que je dirais que d'une certaine manière, elle convient bien aux États-Unis. Parce que cette image du Far West, l'entrepreneur, le chariot, j'arrive, je me pose et je développe, à tout compte fait, c'est un petit peu ce qui fait aussi rêver Elon Musk, et c'est un peu ce mythe américain qui est transposé dans l'espace. En réalité, je pense qu'elle est un petit peu excessive parce que le droit international, en dépit de ses lacunes, rend quand même tous les États responsables des activités dans l'espace. Et donc, finalement, Elon Musk ne fait que ce que l'État américain l'autorise à faire. Le problème, c'est que ce que l'État américain l'autorise à faire, finalement, n'a pas de limite véritable en termes de droit international. Et par exemple, si vous prenez cette affaire des constellations, l'autorisation par la FCC américaine de développement de la constellation oblige en quelque sorte l'IUT à voir dans quelle mesure cette constellation déjà autorisée va poser un problème ou pas avec les autres, puisque l'Union internationale des télécoms gère les systèmes en orbite. Donc, oui, le Far West, c'est en quelque sorte davantage le fait que les lois nationales, aujourd'hui, ont du mal à trouver un organisme régulateur pour en faire des lois internationales. Et on voit bien avec cette question des accords multilatéraux que les États-Unis essaient de faire, par exemple, sur une zone de sécurité sur la Lune, qui pose la question potentielle de l'appropriation. On voit bien les Américains essayer de faire un accord multilatéral qui, du coup, deviendra en quelque sorte international. Et c'est tellement évident pour tout le monde que les Russes ont immédiatement opposé leur veto de manière à éviter que par des mécanismes de droit, finalement, ce multilatéralisme devienne, via la coutume, une règle. Donc ça, je dirais que oui, il y a ce risque. La liberté dans l'espace, ça fait partie, du traité de 1967 aussi. La question, c'est jusqu'où on préserve cet usage de l'espace comme bien commun. Et du coup, ça me fait un petit peu la transition que vous évoquiez sur cette question des enjeux environnementaux au sens large, parce qu'aujourd'hui, on voit encore assez peu la question être posée du coût carbone, de l'activité spatiale. Quelqu'un comme Elon Musk avec beaucoup de lanceurs réutilisables, etc., etc. Des problèmes potentiels, on avait vu ça à une époque dans les années 70, c'était assez étudié avec l'avion spatial, la question de la manière dont il pourrait y avoir potentiellement des aspects négatifs sur l'atmosphère, etc., etc. Donc il y a une dimension environnementale sur
l'utilisation de l'espace qui est encore certainement sous-traitée. On parle de l'espace comme moyen de gérer l'environnement terrestre parce qu'il nous apporte des données, ça c'est clair. Jusqu'où il peut y avoir une approche de durabilité, peut-être plus qu'environnementale dans l'espace, c'est une très grande question qui, à mon avis, est une question à venir. Et là, par exemple, typiquement, je dirais que c'est une question pour les Européens. Parce que finalement, c'est vraiment au cœur, et on pourrait avoir un nouveau discours, et on pourrait faire des propositions dans ce domaine, et trouver sans doute des assentiments assez larges sur le plan international, puisque finalement, c'est un sujet qui va concerner tout le monde. Et donc, puisqu'on fait rapidement, je vais du coup glisser vers la souveraineté européenne. Oui, la question de l'Europe, je ne rentrerai pas malheureusement dans les capacités en hydrogène de Vernon, parce que ça dépasse largement mes compétences, mais c'est l'exemple même d'une piste technologique sur laquelle l'Europe a des compétences et qu'elle a tout intérêt à valoriser. Si on regarde la question globalement de la souveraineté européenne, la vraie difficulté, je dirais, c'est de s'entendre sur un projet spatial commun. Les technologies spatiales coûtent de moins en moins cher, dit M. Breton. Oui, mais enfin, elles coûtent quand même encore assez cher. Et par ailleurs, s'il y a déjà 2 constellations américaines, si c'est à ça qu'ils pensent, quel peut être l'apport, l'intérêt et l'avantage d'une constellation européenne? Alors cet argument, il avait été mis en avant pour la navigation, où on disait les Européens n'ont pas besoin de faire Galiléo parce qu'il y a déjà les Russes et les Américains. En réalité, les Européens, ils avaient besoin de faire Galiléo pour des raisons d'indépendance et d'autonomie. Il est probable que ça peut être la même chose pour les constellations. Mais encore faut-il être capable de trouver une autre cible de marché. Parce que soit vous posez ça en question d'autonomie et d'indépendance, et dans ce cas-là, il y a une vraie cohérence, soit vous posez ça en termes de marché, et là, on sait très bien que ce soit les capitaux risques, que ce soit les conditions des faillites, que ce soit même les conditions d'échange, et on évoquait le Brexit qui va aussi poser des problèmes, qui pose des problèmes aux entreprises spatiales européennes qui intégraient un volet britannique et qui font qu'en plus maintenant l'agence spatiale britannique prend de l'ampleur et donc devient potentiellement un petit peu concurrentielle. Effectivement, tout ça, ça suppose un accord politique. Mais on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et moi je pense que sur ces sujets-là, on peut être positif et considérer que l'Europe peut vraiment avoir une voix en tant qu'Europe, dès lors que, et c'est quand même la grande question, dès lors qu'il y a quelqu'un qui est capable de porter un projet politique spatial européen. Et ça, les instances d'aujourd'hui, elles ne s'y prêtent pas tellement bien. Voilà. Pour faire très vite et de manière assez sommaire. Voilà, pour en fait reprendre pas mal tes remarques sur ces différentes questions. Pour parler de l'Europe, effectivement, je pense que on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Les délais, oui, l'Europe, l'espace pour l'Europe, c'est d'abord, ça a été un vecteur d'identité commune en réalité, en misant sur l'excellence commune et sur finalement un projet positif de découverte de l'espace, etc. Et je pense qu'à ce titre, que ce soit l'Agence spatiale européenne dans un premier temps et puis après plus dans le cadre de l'Union européenne, tous les efforts spatiaux qui ont été faits avec les flagship programmes, par exemple ce qu'on appelle Copernicus ou Galileo qu'Isabelle vient de citer, on a quand même, en fonction d'un investissement qui reste un investissement bien en deçà des investissements des grosses puissances, enfin des États-Unis en l'occurrence aujourd'hui, on a des résultats remarquables avec une industrie qui a contribué à consolider une industrie européenne au meilleur niveau mondial. Et que vous rappeliez, Madame la Sénatrice, que ce soit Vernon, Ariane Group ou d'autres fabricants dans le domaine des satellites, aujourd'hui tiennent vraiment le haut du pavé, j'allais dire, au plan technologique. Le départ de la Grande-Bretagne, oui, bien sûr, c'est un élément important quand il s'agit de mettre en place une politique volontariste. Alors en même temps, il faut relativiser sans doute la place de la Grande-Bretagne, a toujours été dans le domaine spatial, empreinte d'une grande prudence, on va dire, et avec finalement, d'un point de vue de contribution industrielle, par exemple dans le domaine du lancement, qui étaient assez réduites. Donc aujourd'hui, la Grande-Bretagne se reconstruit, ou se construit, j'allais dire, hors du cadre européen. Je pense que ça n'empêchera pas de toute façon l'établissement de relations quand elles seront nécessaires et utiles aux deux. Après, je vois plutôt la Grande-Bretagne, moi, s'engager plutôt dans des coopérations et recentrer ces coopérations avec les États-Unis, évidemment,
peut-être avec d'autres d'ailleurs. Donc je pense que la politique spatiale britannique, la montée en puissance de la UK Space Agency correspond aussi à la mise en place d'une politique, on va dire, une diplomatie scientifique et technologique nouvelle dans ce cadre-là. La monopolisation de l'espace par les entreprises privées. Alors oui, et là je reprendrai aussi ce que disait Isabelle en fait. C'est vrai, il y a cet aspect. Alors Far West, et là encore je suis d'accord avec ce que dit Isabelle Sourbès, les États restent globalement responsables des activités qui se tiennent dans l'espace, ce qu'on appelle la responsabilité de l'État de lancement. Et pour le coup, le droit qui s'applique à l'espace reste un droit public international impliquant la responsabilité étatique. Alors après, effectivement, selon les lois spatiales, selon les autorisations données, on voit bien qu'on laisse un peu les rênes sur le cou de l'entreprise privée et on lui transfère un certain nombre de responsabilités, enfin in fine. Mais les flux d'argent sont d'abord des flux d'argent publics. Cette activité de SpaceX, cette suractivité de SpaceX, elle tient aussi au fait que les États-Unis, globalement, dépensent beaucoup plus que les autres pays dans le domaine spatial. Et donc, à partir du moment où on a du volume d'activité, par exemple, la réutilisation. Rien ne sert de réutiliser un lanceur si vous... Un lanceur, ça sert à lancer des charges. Si vous avez peu de charges à lancer, vous n'avez pas cet attrait de faire des économies d'échelle, etc., et de penser volume. Vous pensez volume quand vous avez beaucoup de charges à lancer. Et aujourd'hui, si on regarde le marché du lancement, c'est plus de 100 lancements par an, ça peut être 110, 112 par an. Sur ces 110, 112 par an, la part commerciale, c'est-à-dire vraiment la part où la concurrence se fait entre les prestataires de lancement, concerne une minorité de ces lancements. Les autres lancements sont des lancements gouvernementaux, en général, comme l'a montré Isabelle, alors selon les pays, bien sûr, mais en général dévolus aux lanceurs nationaux, ou alors éventuellement au cas par cas à d'autres lanceurs. Si vous n'avez pas, et l'Europe n'a pas fondamentalement ce volume institutionnel de satellites à lancer, alors là, votre perspective en termes de filière de lanceurs, elle change. Parce que construire un lanceur que vous allez réutiliser 5-10 fois pour lancer 5 fois par an, ça pose question sur la filière. Donc il faut bien mesurer ça. Alors je pense que, bien évidemment, SpaceX, en particulier les Falcon 9, ont mis la barre très haut en termes de compétitivité, en termes de coûts, de réduction des coûts, etc. Je pense qu'il faut rapporter ça au type de mission qu'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a en Europe la volonté de dégager du volume de lancement, il faudra que la filière spatiale vraiment, du coup, s'y attaque et attaque ce volume et fasse des économies d'échelle. Si en revanche, on est sur des missions un peu moins nombreuses, plus pointues, il faut sans doute, et c'est ce qui commence à être fait, penser, alors là, à baisser le coût unitaire du lancement. Et ça, c'est tous les travaux d'optimisation, de fabrication 3D, etc., y compris pour le moteur Prometheus, par exemple, qui lui-même sera réutilisable. Mais donc, en fonction des missions, je pense qu'il faut régler les curseurs de manière particulière. Et je pense, et là aussi je fais écho à ce qu'Isabelle disait, in fine, ce qui nous manque sans doute, nous, en Europe, c'est une vision de ce qu'on veut être en 2040 dans l'espace. Quelle est notre position en tant qu'Européens, par exemple, par rapport à l'exploration humaine, par rapport à l'exploration habitée? Aujourd'hui, nous, Européens, nous avons mis l'accent, et je pense à juste titre, sur « nous sommes les anges gardiens de la Terre ». Copernicus, c'est le grand programme aujourd'hui qui permet de suivre l'environnement, on le sait peu, mais qui permet de suivre l'environnement terrestre, qui permet de faire le lien avec ses préoccupations d'environnement global, etc. On a donc une Europe qui est tournée vers, c'était l'expression alors de moins en moins utilisée aujourd'hui, mais l'espace utile. On dirait, voilà, on va faire de l'espace utile, on prend des satellites. On s'intéressait beaucoup moins à ces questions de volabilité, à ces questions d'exploration humaine. D'ailleurs, on n'a pas de lanceur, nous, qui finalement est adapté ou serait qualifié pour lancer des humains. On pourrait le faire technologiquement, on ne l'a pas fait. Évidemment, ça a été un compromis avec les différents États. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, là, il y a un cran qui a été passé, on commence à industrialiser l'occupation de l'espace. OK. Et donc, on a aussi bien ces méga-constellations que globalement des éléments de logistique qui vont se mettre en place dans l'espace Terre-Lune, globalement. Vous savez, le programme Artemis, le programme lunaire, c'est moins important, j'allais dire, pour ce que ça va faire sur la Lune que pour ce que ça va produire dans l'espace Terre-Lune, avec cette station circumlunaire, avec la nécessité de faire des navettes qui font des allers-retours, qui déposeront des astronautes, qui feront du réapprovisionnement de fuel. Et ça, les industriels américains l'ont bien compris, les Musk, les Bezos et les autres, ils se mettent
je veux dire, dans le sillage de la NASA, qui délègue des prestations de services, qui achète des prestations de services en disant écoutez, moi, ce que je vous achète, c'est du ravitaillement de fret pour la station circumlunaire. Vous faites comme vous voulez, vous me présentez vos offres et moi, je choisirai. Et on est de plus en plus, alors aux États-Unis, dans cette vision de logistique. Ce sont des logisticiens qui sont en train d'investir l'espace, aussi bien pour les infrastructures satellitaires que pour ces infrastructures de services, d'intervention, etc. Est-ce qu'on veut être ça? Si on veut l'être, nous, il faut qu'Européens, on se détermine par rapport à ça. Comment, nous, on peut se placer? On peut choisir de dire, effectivement, nous, on est sur l'espace utile, et ça, c'est très important, je pense, pour l'Europe, et je suis d'accord pour dire que ce n'est pas assez exploité au niveau du discours politique européen, ça, c'est majeur. D'ailleurs, au passage, l'administration Biden est en train de le noter elle-même et a remis, encore ces derniers jours, de l'argent à la NASA pour que la NASA reprenne pied dans ce domaine de l'observation de l'environnement terrestre, du suivi de l'environnement, etc. Parce qu'il y a un enjeu politique évident, ça c'est clair. Mais en même temps, nous, Européens, on a besoin collectivement, et c'est pas simple, de savoir ce qu'on veut faire ensuite. Est-ce qu'on veut faire partie de cette grande... Est-ce qu'on veut avoir notre accès indépendant pour amener des Thomas Pesquet dans l'espace et être partie prenante d'une grande architecture qui serait évidemment américaine, mais avec des éléments d'autonomie? Ça, c'est des vraies questions. Parce que c'est ça qui, ensuite, va décider des choix technologiques qui seront faits en matière de réutilisation, en matière de modernisation de la filière des lanceurs, en matière de vaisseaux habités, et ça va structurer l'industrie, et ça va créer ces économies, ces effets d'économie d'échelle, etc. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel. Je pense que là, on a un vrai sujet de débat public sur, aujourd'hui, comment l'Europe, finalement, c'est une question, c'est une non-question, c'est une question que nous ne nous posons pas. Nous avons une activité spatiale que nous poursuivons, et on a raison de le faire. Mais on arrive aujourd'hui, on est un petit peu sommé quelque part par la situation internationale qui évolue, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, nous-mêmes, de nous demander quel est l'objectif, comment on se projette, qu'est-ce qu'on veut être dans l'espace, c'est la meilleure formulation que je puisse trouver, qu'est-ce qu'on veut être dans l'espace. Je sais que c'est un vœu pieux, que c'est compliqué, mais je pense que c'est un vrai débat de société à l'échelle européenne, bien sûr, et la difficulté, ce sera, comme il a été dit, eh bien, de mettre en accord déjà au sein des pays les opinions publiques, parce que chacun, voilà, c'est un vrai débat vivant, et puis au sein des 27, parce que chacun a des intérêts industriels, etc., des projections, j'allais dire, d'images nationales très différentes dans l'ensemble européen, etc. Donc ça, je pense que c'est très, très, très important. Et donc, quelque part, l'espace Far West aussi, eh bien, c'est lié à tout ça, c'est-à-dire que, évidemment, l'environnement lui-même, il va être teinté, j'allais dire, par le type d'activité qu'on va mener, par le type de stimulation qui vont s'y consacrer en termes financiers, par le rapport public-privé. Et à nouveau, j'insiste beaucoup, il faut éviter d'antagoniser. Le développement de l'activité privée dans l'espace ne se fait pas de manière contradictoire ou ne s'accompagne pas d'un retrait du secteur public. En fait, ce sont des nouvelles modalités d'occupation de l'espace par certains pays qui définissent une nouvelle manière de travailler avec leur secteur privé, qui se mettent en place aujourd'hui, avec effectivement la NASA ne conçoit plus les fusées, elle les achète. Ça, c'est très différent. Mais sans la NASA, ces constructeurs de fusées auraient beaucoup moins de sous. Donc, on a cette volonté, la NASA se recentre sur des choses, et on a une place plus grande qui est donnée, une latitude plus grande qui est donnée, par le biais de lois nationales, qui elles-mêmes, du coup, s'imposent un petit peu, et on trouve se coule très bien dans les principes internationaux qui existent, parce qu'effectivement, ces principes sont assez lâches, assez flous, assez faciles, assez plastiques, finalement. Et puis, dernier point, le droit international sur l'arsenalisation. Oui, on voit bien que là, on est en train, en fait, certains disent on est en train d'augmenter le globe terrestre, hein, on est en train de monter en altitude. Finalement, les activités qu'on fait sur Terre, bien tranquillement, alors même si l'espace est un milieu très particulier avec des contraintes physiques, etc., donc c'est purement un peu schématique ce que je dis, mais il y a cette idée qu'on est en train d'habiter l'espace différemment, en fait, parce que les technologies commencent seulement à le permettre. Mais là, on a pour 2 décennies, l'espace Terre-Lune va devenir l'objet central de focalisation de l'ensemble des énergies, des financements, etc. À partir du moment où on habite, où on maille cet espace différemment, mais évidemment, on va vouloir protéger, territorialiser quelque part. Et notamment, on voit effectivement, Isabelle Sourbès l'a cité, hein, cette volonté de signer des accords bilatéraux sur un règlement intérieur, sur les activités lunaires une fois qu'elles s'y déploieront, etc. On sort du droit international, ce sont des accords.
Et ça, c'est une vraie nouveauté, quelque part, parce que, bien, effectivement, on va coexister, donc on commence à se mettre d'accord sur des zones, par exemple, de sécurité, sur de l'interopérabilité entre ces zones, etc. Et encore récemment, la Corée du Sud, par exemple, a signé cet accord. Je crois qu'un autre pays vient de signer. Je crois que c'est un accord qui compte aujourd'hui 8 ou 9 signataires, quelque chose comme ça. Et c'est de la diplomatie, alors là, pour le coup, active. C'est de la diplomatie active dans un environnement qui est en train de prendre une place importante. Et donc, pour le coup, l'arsenalisation, elle suit ce mouvement quelque part. Il y a cette idée de, on déploie de l'infrastructure, on protégera cette infrastructure, le rapport de force peut s'établir effectivement dans ce nouveau milieu, etc. Alors, le droit actuel n'interdit qu'une chose, c'est le déploiement d'armes de destruction massive en orbite, mais n'interdit rien d'autre. Donc aujourd'hui, c'est très très large. Bien sûr, pas de militaires sur la Lune, en revanche, ça c'est quelque chose qui reste quand même très fort. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui va donner lieu à des discussions parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont laissées ouvertes, quoi. Et le dernier point que je voulais faire aussi sur les régulations, il y a un organisme très important, parce que ça va très vite, qui participe à l'étude de ces régulations sur le trafic orbital, etc. C'est l'ISO, ceux qui déploient donc l'organisation des standards internationaux, qui sont extrêmement actifs en ce moment même dans les discussions entre industriels pour établir ces normes, ces nouvelles régulations sur le type de matériel qu'on peut déployer dans l'espace, etc. Et les industriels sont extrêmement attentifs à cela parce qu'évidemment, ça détermine une bonne partie de leur activité future. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Vous aviez un petit mot? C'était juste vraiment 2 secondes, c'était pour dire que ce que reflète Xavier Pasco, c'est tout à fait, je dirais, ce qui est aujourd'hui la perception de l'espace. Mais ça, c'est une perception américaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce que font les Américains, c'est qu'ils pensent l'espace, là vous l'entendez, et ils le pensent de manière parfaitement cohérente, et voilà, et que derrière, ils font eux-mêmes les règles du jeu. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers joueurs et ils font les règles du jeu. Et vous avez beaucoup d'États qui considèrent que le droit international doit l'emporter. Et vous avez quand même aujourd'hui 100 et quelques États. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de levier. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours dire à l'Assemblée générale des Nations unies qu'ils sont contre l'arsenalisation de l'espace, c'est-à-dire la mise en place d'armes offensives, et ça ils le disent depuis un moment, c'est bloqué au copios par les États-Unis, et l'histoire s'arrête là. Donc la question, et c'est là que moi je pense qu'il faut rebondir sur l'aspect européen, on a essayé les codes de conduite, on a essayé des réglementations pas trop contraignantes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de penser aussi ce vieux rêve d'une agence internationale de régulation, etc., mais qui ne serait pas une agence de régulation par les applications comme l'ISO, par exemple? Parce que qu'est-ce qui peut se passer? L'ISO, elle peut réguler, puis les Chinois, ils font ce qu'ils veulent. Et ça va poser énormément de problèmes. Et donc, nous, Européens, puisqu'on parle en termes, alors c'est peut-être plus les affaires étrangères que la sécurité et la défense, mais là, fondamentalement, beaucoup de pays dans le monde entier pensent qu'il faut revenir à du droit international. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a le droit spatial, qui s'appelle d'ailleurs droit des activités spatiales, donc c'est quand même un petit peu différent, et il y a derrière toutes les régulations classiques que vous pouvez appliquer aux régulations au milieu spatial. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le droit, c'est de plus en plus d'acteurs qui sont des acteurs de droit international privés et non pas publics. Et ça, c'est très intéressant. Et pour revenir à la question des industries de souveraineté, en Europe, on est en train de développer ce concept d'industrie de souveraineté d'un point de vue juridique, incluant le spatial. Donc je pense que cette image qu'on a tous, parce que les États-Unis sont la première puissance, parce que c'est eux qui avancent, parce que c'est eux qui ont aussi cette masse énorme de publications scientifiques, technologiques. Cherchez en Europe combien nous sommes à travailler sur le spatial du point de vue des sciences humaines et sociales. Vous allez voir, nous sommes quasiment rien. Enfin, je ne sais pas, on est peut-être 4 ou 5 sur l'ensemble des pays européens. Vous avez des écoles entières, vous avez des séminaires entiers, vous avez des formations aux États-Unis qui font que n'importe qui a une conception, et quel que soit son poste dans la société, a une approche des questions spatiales. Et ça, nous, malgré tout, c'est une grosse vulnérabilité qu'on pourrait quand même imaginer de corriger un peu. Et même l'ISU, qui est installé à Strasbourg, qui est l'International Space University, c'est un truc américain. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé par des Américains sur un modèle de réseau américain, même si l'Agence spatiale européenne en est un des principaux contributeurs. Donc là, moi, j'insisterai beaucoup sur cette question-là. Les Européens, nous avons le poids suffisant pour peser, et en termes de notre propre sécurité, notre meilleure garantie, c'est quand même d'être capable de proposer les réglementations qui vont conditionner cette garantie, même si on ne doit pas se leurrer sur ce qu'est le poids des États-Unis dans l'espace. Mais je pense qu'il faut aussi se décaler un petit peu par rapport à ça.
Merci madame, merci monsieur le directeur, cette audition était passionnante. Vous êtes passionné d'ailleurs, on l'a bien vu. Et nos collègues, le nombre de questions qui ont été posées par mes collègues démontre tout l'intérêt qu'il y a dans cette commission aux enjeux de l'espace, qui sont des enjeux considérables pour notre défense aussi, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est extrêmement dépendant pour nos matériels, en tout cas, et nos capacités militaires de l'espace. C'est un sujet que nous évoquons assez régulièrement. Quant à l'état du droit, effectivement, on a bien compris que les enjeux étaient considérables, qu'il fallait faire évoluer le droit, mais j'avais prévu d'évoquer cette question, vous m'avez devancé, mais c'est vrai que dans une société, dans un monde de moins en moins, où le multilatéralisme est de moins en moins la règle, il va être extrêmement difficile d'arriver à trouver un consensus qui permette à chacun de respecter le droit international. On voit aujourd'hui combien le droit international est remis en cause quand on est capable d'intercepter un avion au-dessus d'un pays pour arrêter un individu. On comprend que il y a du travail et du pain sur la planche, comme dirait l'autre. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, nous continuerons d'avoir un œil très, très intéressé à l'espace. Merci.